Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie là, de mon épisode sur Taylor Parker. Je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine, là. Surtout parce que, entre vous et moi, j'avais hâte de clore un peu le dossier Taylor parce que je suis plus capable de penser à elle, honnêtement. Tu sais, je me suis tellement plongée dans les détails de l'affaire que non seulement j'ai hâte de clore le dossier, mais j'ai aussi hâte de vous présenter l'affaire parce que cette histoire-là, elle est épouvantable. Et honnêtement, j'ai envie d'en parler avec vous pour qu'on puisse justement comme capoter ensemble puis se dire que ça n'a pas de bon sens ensemble. Parce que vous allez voir, aujourd'hui, on va rentrer en détail dans l'affaire. Puis cette histoire-là, c'est non seulement épouvantable, on dirait que j'ai pas de vocabulaire, là, mais ça se peut pas, cette histoire-là. C'est impensable que quelqu'un en vienne à pousser un mensonge jusqu'à là. Donc, je prendrai pas trop de temps avec l'introduction aujourd'hui parce que, ben, c'est une grosse affaire, puis il nous reste encore énormément de choses à voir. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on fait le point ensemble sur l'affaire Taylor Parker. Bienvenue à Mockshot. Bon, donc tout d'abord, je vais commencer l'épisode par vous dire que, ben, on se souvient, là, dans la première partie, on s'est surtout comme attardé à la mise en contexte de l'affaire et on a passé en revue les nombreux mensonges de Taylor et l'escalade de ces manipulations qui, comme on va le voir aujourd'hui, vont mener à l'impensable. Aujourd'hui, on va plutôt se pencher sur les événements qui ont mené à son arrestation, ainsi que sur les interrogatoires et le procès. Puis on va aussi revenir sur les notions de love bombing et sur le mensonge pathologique parce que j'ai eu énormément de questions là, en préparant l'épisode d'aujourd'hui et je trouvais ça important de prendre un moment pour aller creuser sur ce que c'est la mythomanie. Donc, comme on l'avait vu dans le dernier épisode, on est en 2020 au moment de notre histoire, donc en pleine pandémie, ce qui rend la situation encore plus particulière. Wade ne peut pas accompagner Taylor dans les suivis de grossesse et donc, dans ce contexte-là, ben, c'est plus facile pour elle de se rendre seule à ses rendez-vous. Souvent, Wade va l'attendre dans la voiture, puis à chaque fois, là, elle va revenir avec des échographies ou des documents là, qui confirment justement le rendez-vous. Et sinon, ben, ça y arrive aussi là, souvent là, de dire à Wade que le médecin avait annulé le rendez-vous dernière minute. Là. Fait que plein d'excuses comme ça qui rendent ça facile. Mais petit à petit, pour Stéphanie et Connie, les pièces du casse-tête commencent à s'assembler. Et plus elles comparent entre elles les éléments et les doutes qu'elles ont, ben elles ont l'impression de ne pas avoir tort de douter comme ça. Stéphanie et Connie vont donc finir par en parler à Cody, là, le conjoint de Stéphanie, qui est aussi le meilleur ami de Wade. Et à ce moment-là, lui aussi se retrouve complètement confus face à ce qu'il entend. À ce moment-là, ben, Stéphanie va balayer les photos de Taylor, là, où clairement on voit Taylor sans ventre, puis avec un ventre prononcé là, seulement quelques jours plus tard. Puis tout ça, là, c'est facile à trouver là, sur Facebook. Ben, peut-être plus aujourd'hui, là, mais à l'époque, parce que Taylor documentait tellement sa grossesse que c'était facile de voir des photos, mettons, de telle journée que Taylor n'a pas de ventre, puis 2 jours après, elle a comme une grosse bédaine. Fait que là, à ce moment-là, Cody va faire OK, ouais, j'avoue que c'est un peu louche. Puis à partir de ça, ben les trois vont comme décider d'en parler à Wade, qui de son côté, lui, est vraiment surpris, là, même qu'il est mal à l'aise face à toutes ces questions-là. Là. Mais tu sais, pas dans une logique de confrontation, plutôt comme dans une. Il est comme confus, en fait, parce que pour lui, la grossesse était réelle et il n'avait absolument aucun doute là-dessus. Même qu'à un moment, là, il va se confier à ses amis là, sur sa vie sexuelle avec Taylor et il va dire que depuis plusieurs mois, ils ont comme pas eu de rapport sexuel. Puis, ben, selon les dires de Wade, Taylor était comme de moins en moins à l'aise avec le fait d'être vue nue, là, qu'elle expliquait en disant être gênée de ses vergetures et du fait qu'elle avait pris du poids, mais tu sais, c'est un peu ironique parce qu'aux yeux des autres, elle avait vraiment pas pris du poids. Tu sais, elle disait ça aux gens, elle disait comme ah, je suis vraiment gênée, j'ai pris du poids, non, 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 mais comme les gens étaient comme ben pas tant là, non, genre t'as pas tant grossi. Fait que c'est un peu contradictoire à ce niveau-là. Et la réaction de Connie et de Stéphanie, là, c'est un peu dans le documentaire comme si ça venait confirmer quelque chose, tu sais, comme si ça venait confirmer qu'elle niaisait Wade puis qu'elle était pas enceinte.
Puis même qu'ils vont faire des commentaires qui laissent sous-entendre que, ben voyons, c'est évident, non, non, non. Mais genre, je pense que c'est important de nuancer ça parce que, ben, le documentaire le présente un peu comme un élément qui viendrait presque expliquer ou justifier là, certaines incohérences, notamment autour de la grossesse et du fait qu'on voyait pas vraiment de changement physique évident par rapport à Taylor, là. Or, dans la réalité, là, la vie sexuelle d'un couple pendant la grossesse, là, ça peut être vraiment plus complexe que ça. Tu sais, pendant une grossesse, même après, il y a une baisse de libido là, qui peut arriver autant chez la femme que chez l'homme. C'est quelque chose de très variable là, d'un couple à l'autre. Puis je pense pas que ça puisse permettre en soi de tirer des conclusions là, sur ce qui se passe réellement. Tu sais. En tout cas, bref, on va le voir dans l'histoire, là, mais il est possible qu'effectivement, il y ait un lien avec le contexte global ici, mais tu sais, je pense pas que c'est fair de dire que c'était obvious que, tu sais, à cause de ça, tu sais, elle était pas enceinte. Parce que je pense que Wade, comme je l'ai dit tantôt, c'est tellement un nice guy, il voulait probablement juste respecter le fait que sa conjointe était comme gênée d'avoir pris du poids, d'avoir, tu sais, des vergetures, blablabla. Fait que, tu sais, tout ça, je pense que ça a comme été un peu accentué dans le documentaire parce que, évidemment, avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est évident de savoir. Puis, en fait, c'est évident de faire un lien, mais comme je pense pas que sur le coup, Wade aurait dû être alarmé juste à cause de ça, mettons, là. Parce que dans le documentaire, je trouve aussi que Wade est un peu présenté comme s'il était full naïf. Puis je trouve que c'est un peu plate parce que de mon point de vue, c'est pas juste de la naïveté. Tu sais, oui, un peu quand même, tu sais, dans le sens que moi, personnellement, j'aurais pas jamais emprunté. En fait, j'aurais pas fait des prêts à la banque d'aussi gros montants avec quelqu'un que je connais depuis aussi peu longtemps, là. Ça, c'est ses affaires. J'aurais pas fait ça personnellement, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même un mélange de plein d'affaires dans un contexte où, à la base, ben, Taylor, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui semble normal, qui en fait beaucoup à la maison. Tu sais, lui, il est dans une posture de confiance là, par rapport à ça. Tu sais, quand on vit avec une personne manipulatrice, contrôlante ou de mal intentionnée, puis qu'on est constamment avec cette personne-là, ben c'est très facile de se faire prendre au piège. Puis, c'est selon moi pas nécessairement de la naïveté. Là, tu sais, faut pas oublier que le lien de confiance est déjà créé à ce moment-là. Pour lui, Taylor, c'est sa première vraie relation sérieuse. Il pense construire une famille avec elle aussi. Là, tu sais, il travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de Taylor puis du bébé. Donc, il n'y a pas vraiment le temps là, de s'asseoir puis de remarquer là, les agissements de sa conjointe. Et cela dit, là, dans la suite de l'histoire, c'est vrai que le manque d'intimité, ça va être réinterprété là, par certains comme faisant partie d'une évidence, là, mais comme je le dis, faut rester nuancé parce que Wade ne pouvait pas s'attendre au pire. Sinon, il mentionne aussi qu'elle prenait énormément de temps seule là, à la salle de bain, qu'elle s'isolait beaucoup, sans savoir ce qu'elle faisait ni pourquoi elle ressentait le besoin de s'isoler comme ça. Là. Mais à ce moment-là, malgré les discussions, les inquiétudes qui commencent à circuler autour d'eux, la vie continue de suivre son cours. Wade et Taylor préparent la chambre du bébé, la grossesse continue de se dérouler à la perfection et tranquillement, pas vite, tout s'organise en fonction de l'arrivée de leur bébé. En août 2020, alors qu'elle est enceinte de 8 mois, ils vont faire un shooting photo là, de maternité avant l'arrivée du bébé. Fait qu'à ce moment-là, justement, comme je l'ai dit, ben, elle a une bédaine parce que ben, les gens avaient commencé à douter, là, tu sais, à se poser des questions. Fait que, ben, elle a fini par répondre à ces doutes-là, évidemment. Mais quand même, pour Stéphanie puis pour Connie, ben, pour eux, c'est vraiment trop louche, là, que des éléments de preuve arrivent après qu'elles aillent exprimer leurs doutes, là, mettons, là. Fait que, un peu comme si les réponses apparaissaient toujours au bon moment, mais forcément, là, ça soulève des questions, là. Puis avec le temps, Connie va même commencer aussi à interroger son fils sur comment lui se sent dans tout ça, là. Puis à chaque fois, comme je l'ai dit, Wade, il est sa défensive, il répond que ça n'a pas de sens, puis que tout ça, c'est basé sur absolument rien. Puis honnêtement, je comprends sa position aussi, là, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment difficile de s'imaginer le pire, là. Surtout quand, de son côté, il est en plein dans les préparatifs. Tu sais, il est en train de faire la chambre du bébé, il vient d'aller faire le shooting photo, sa blonde, elle a un fucking ventre. Genre, tu sais, of course, elle va pas tout nu, comme je l'ai dit, mais comme, dans quel monde, genre, tu peux penser que ta blonde, elle s'est achetée, genre, sur Amazon, un ventre en silicone? Genre, personne fait ça. Fait qu'il y a une partie de moi qui est comme...
of course, qui pouvait pas penser que ça allait arriver, là. Connie, pour sa part, tente de le raisonner, là. Tu sais, elle va mentionner les incohérences autour des dates concernant le gender reveal, l'héritage, le déménagement précipité, l'absence aussi là, d'un réel cercle social là, proche de Taylor, ainsi que le fait qu'elle ne parle très peu des enfants qu'elle a déjà et qu'elle semble peu impliquée dans leur quotidien, là. Donc, tout ça ensemble, ça commence à faire beaucoup d'éléments à ignorer, là, surtout en contraste avec l'importance qu'elle accorde à l'enfant qu'elle s'apprête à accueillir, mais surtout en contraste avec ce qu'elle dit d'elle-même depuis le début. Tu sais, pris individuellement, là, chacun de ces éléments-là peuvent avoir une explication, mais lorsqu'on regarde tout ça dans son ensemble, là, ben ça finit par soulever de plus en plus de questions. Puis à un certain point, ben ça devient difficile pour les gens autour d'elle de continuer à considérer chacune de ces situations-là comme une simple coïncidence ou comme un malentendu. C'est alors que Connie et Stéphanie vont décider d'agir. Depuis des semaines, elles accumulaient là, les questionnements, les incohérences et les red flags, là. Puis à un certain point, elles sentent que ben elles peuvent plus genre simplement ignorer ce qu'elles observent là. Fait qu'à travers leurs recherches, parce que là, il faut savoir que les deux vont faire extrêmement beaucoup de recherches sur Taylor là, pendant plusieurs semaines. Tu sais, elles vont genre scroller son Facebook, éplucher tous ses réseaux sociaux, essayer de trouver comme des membres de sa famille, etc., comme pour essayer de récolter le plus d'informations possible sur elle, pour essayer de savoir, genre, qu'est-ce qu'elle a dit qui était vrai, qui était pas vrai, puis essayer de trouver comme des preuves. Et à travers ça, elles ont fini par découvrir l'identité de Mackenzie et elles ont appris que c'était une ancienne amie de Taylor. Stéphanie va donc rentrer en contact avec Mackenzie là, afin d'en apprendre un peu plus sur elle et sur son amitié avec Taylor. Mais surtout, elle va essayer de comprendre si elle peut obtenir là, des informations supplémentaires sur ce qu'elle commence à soupçonner, c'est-à-dire sur la grossesse. Au départ, Stéphanie va lui poser des questions, là, quand même assez simples, mais graduellement, elle va lui confier les doutes qui s'accumulent depuis quelques mois. Et la réaction de Mackenzie va la surprendre parce que, loin d'être choquée par ces soupçons-là, Mackenzie va lui révéler que ses inquiétudes sont fondées. Selon ce qu'elle va affirmer là, à Stéphanie, là, Taylor aurait subi une hystérectomie il y a plusieurs années. Et lorsque Mackenzie va partager cette information-là avec Stéphanie, bien évidemment, là, Stéphanie, elle est saisie parce que si ce que Mackenzie dit est vrai, ben alors ça remet directement là, en question tout ce que Taylor raconte depuis des mois au sujet de sa grossesse. À ce moment-là, Stéphanie s'empresse de partager sa découverte à Connie et elles sont toutes les deux sous le choc. Rapidement, les gens vont se parler et la nouvelle va faire parler rapidement. Là, tu sais, c'est une petite ville et, of course, ben Taylor va devoir commencer à gérer le fait que ben de plus en plus de monde la croit pas là, puis doute d'elle. Mais heureusement, là, il y a quand même quelques personnes qui vont la croire et la soutenir là-dedans, notamment Angela, Sakiro et son conjoint, le boss de Wade, mais aussi Regan, qui est son amie. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. J'en ai parlé dans la partie 1. C'est la fille, en fait, qui avait engagé Taylor comme photographe pour son mariage. Et les deux étaient restés amis par la suite. Et avec le temps, ben, les deux avaient fini par développer une certaine amitié, là, si on veut, là, notamment parce qu'elles se comprenaient sur certains points. Parce que Regan avait eu sa première fille à l'âge de 17 ans là, et Taylor avait vécu la même chose. Donc, rapidement, elles ont connecté parce que ben, elles se comprenaient beaucoup sans avoir besoin de vraiment s'expliquer. Puis en plus de ça, ben, les deux étaient enceintes en même temps. Cette fois-ci, ce qui a encore renforcé leur proximité. Elles s'écrivaient souvent et Regan, c'était vraiment une amie présente là, pour Taylor, qui d'ailleurs s'était récemment confiée à elle en disant que certaines personnes ne la croyaient pas d'être enceinte. Et dans ce contexte-là, ben Regan était là pour elle et la rassurait là, en lui disant que les gens disaient vraiment n'importe quoi. Puis à ce stade-là, à l'inverse, t'avais Stéphanie là, qui en revenait pas, qu'elle ne lâche pas le morceau. Tu sais, elle se demandait réellement ce qu'elle allait trouver là, comme excuse ou comme solution à son mensonge parce que ben évidemment, un mensonge qui concerne une grossesse, ben ça peut pas durer éternellement. Puis finalement, Stéphanie va même décider là, de confronter Taylor directement parce que autant elle était super proche d'elle au début que là, il y avait quelque chose là, qui s'était brisé. Puis, tu sais, en même temps, Stéphanie, oui, c'était l'amie de Taylor, mais c'était aussi l'amie de Wade. Puis elle était comme inquiète pour son amie, puis elle voulait avoir des réponses aussi pour comme avoir du jus à donner à Wade, là, tu sais, parce que Wade, il était comme un peu... il s'en rendait pas compte de tout ça, ou I guess, il se fermait les yeux parce qu'à un certain point,
tout le monde disait, puis comme j'ai l'impression que il y avait des doutes lui aussi, mais il voulait comme pas aller creuser dans ses doutes parce qu'il avait peut-être peur, genre, de comme d'être confronté à cette réalité-là. C'est un peu l'impression que j'ai. Puis tu sais, mettons, là, à ce stade-ci, c'est ça, Stéphanie va confronter Taylor. Fait qu'elle va lui poser plein de questions, là, attendre vraiment d'obtenir des réponses. Mais les explications qu'elle va recevoir, ça fait encore une fois, là, aucun sens. Taylor va lui fournir des excuses qui semblent encore une fois contradictoires ou incomplètes et la discussion ne mène nulle part. Et surtout, ben, elle sait là, que Taylor lui ment, là. Mais ce qui la frappe particulièrement, là, c'est que Taylor amène encore une fois sa mère dans la conversation. Pourtant, à ce stade-ci, il n'est plus question de sa mère pantoute, là, tu sais. Les interrogations portent sur la grossesse elle-même, sur les incohérences qui s'accumulent et sur les éléments qui ne concordent pas. Mais malgré ça, Taylor continue de pointer sa mère du doigt comme si toutes les questions là, qui lui étaient posées revenaient encore à ce dit conflit familial. Là, tu sais. Mais pour Stéphanie, là, cette réaction-là ne fait qu'ajouter une couche supplémentaire à toute cette situation-là qui contient déjà beaucoup trop d'incohérences. Puis, de son côté, Connie, la mère de Wade, ben, elle savait également là, pour l'hystérectomie parce que, ben, tu sais, Stéphanie lui avait dit. Toutefois, elle n'avait aucune preuve concrète à présenter à son fils là, pour appuyer ce qu'elle avançait. Fait que, tu sais, elle se sentait un peu comme impuissante face à cette information-là. Parce que, tu sais, c'est vrai, là, c'est vraiment juste basé sur le témoignage de Mackenzie à ce stade-ci, fait qu'elle peut pas en avoir la certitude à 100%. Mais malgré tout, devant tout ce qui se passait, ben elle décide de lui en parler parce que, ben c'est sa mère, elle aime son fils, puis elle veut comme vraiment le shaker, mettons. Mais lorsque Wade va recevoir cette information-là, encore une fois, il est complètement déstabilisé. Là. Pour lui, ça fait aucun sens. Mais sa mère est convaincante et intérieurement, là, ben, il se retrouve pris dans un énorme conflit parce que d'un côté, il aime Taylor, il lui fait confiance, tu sais, il est convaincu que dans bientôt, là, ils vont avoir un enfant. Puis, tu sais, en même temps, pour la première fois, les questions qui se posent, tous ces doutes-là, ben, ça commence vraiment comme à prendre la place dans sa tête. Puis pour la première fois, ben, il vient vraiment à remettre en question certaines choses qu'elle lui raconte depuis le début, là, et à se demander si tout ce qu'il croyait savoir sur elle était réellement vrai. Puis Stéphanie, là, qui depuis le début cherche désespérément des réponses à ces questions, ben, elle va décider de pousser ses recherches encore plus loin. Parce que au fil de ses démarches, elle réussit à entrer en contact avec la tante de Taylor et les deux vont se parler un moment, là, genre, je pense, sur Facebook. Là. Puis, la tante va lui remettre finalement là, le numéro de téléphone de la mère de Taylor, donc Shona Pryor. Et Stéphanie va décider donc de l'appeler. Et selon son témoignage, dès le début là, de la conversation, là, Shona lui aurait dit quelque chose du genre, tu sais, qu'elle se doutait là, que quelqu'un finirait par l'appeler. Puis à partir de là, Stéphanie commence enfin à obtenir certaines réponses aux nombreuses questions qu'elle se pose depuis des semaines, ou voire même des mois. Pour la première fois, elle a l'impression là, de parler à quelqu'un qui pourrait vraiment lui permettre de comprendre ce qui se passe réellement derrière toute cette histoire parce que, tu sais, même si elle a parlé avec Mackenzie, ça reste un témoignage qui, selon elle, tu sais, ça fait, oui, du sens, mais là, elle parle avec la mère de Taylor, fait que c'est sûr que tout ce qu'elle va apprendre dans cette conversation-là fait encore plus de sens, là, puis est encore plus vrai pour elle, là, j'ai l'impression. Puis après cette conversation-là avec la mère de Taylor, ben Stéphanie va appeler immédiatement Wade. Puis avec son meilleur ami Cody, là, qui est son chum à elle, ben ils vont tenter de lui expliquer là, ce qu'ils viennent d'apprendre. Donc ils vont lui parler qu'ils ont parlé directement avec la mère de Taylor et que selon elle, toute cette histoire est fausse. Même l'argent de l'héritage, là, que tout ça, c'est pas vrai, là, qu'il n'y a jamais été question d'avoir un héritage. Il n'y a personne qui est millionnaire non plus. Ils n'ont pas aussi... Il n'y a rien de tout ça qui est vrai, là. Puis, surtout, Shona affirme que Taylor ne peut pas avoir d'enfant parce que c'est vrai, elle a subi une hystérectomie. Et là, à ça, ben Wade, là, il est vraiment confus, il refuse d'y croire, parce qu'à ses yeux, là, ben, la seule explication possible à ça, c'est que ben, la mère à Taylor, elle ment, là, parce que
ben depuis des mois, il entend sa blonde parler de sa mère comme étant une manipulatrice, quelqu'un de toxique, de mal intentionné, quelqu'un qui raconte n'importe quoi puis qui veut juste comme tâcher sa réputation. Alors, quand on va lui présenter là, cette nouvelle version des faits, ben son réflexe, c'est de croire ce que dit Taylor là, depuis des mois. Mais à ce moment-là, Stéphanie et son conjoint là, sont complètement là, genre, ils savent plus quoi faire parce que ils veulent juste tellement que Wade réalise genre tout ça. Puis c'est comme s'il s'en rendait pas compte ou il voulait pas s'en rendre compte, tellement que son meilleur ami Cody, là, il en a les larmes aux yeux tellement il voudrait que Wade, genre, il catch, là, parce que là, genre, ils ont beau y dire, c'est comme si il voulait pas admettre que, genre, il voulait pas admettre les incohérences, mais comme à un certain point, c'était comme devant lui, là. Et même que Stéphanie va affirmer que non, là, genre, c'est pas vrai là, que la mère à Taylor, c'est une menteuse, une femme toxique et tout, là. Elle va dire que à l'inverse, c'est Taylor qui est comme ça, là, tu sais, un peu comme si Taylor faisait de la projection, puis que justement, d'après Shauna, les mensonges de Taylor ne datent pas d'hier, là, puis là, tu sais, vont tous s'en suivre, tu sais, tout ce qu'elle dit depuis le début, là, que c'est pas vrai, là, que sa fille est mythomane, que c'est pas vrai qu'elle était riche, puis que blablabla. Mais, tu sais, pour Wade, là, c'est comme tellement gros d'apprendre ça d'un coup, puis genre, on dirait qu'il y a comme... En même temps, c'est comme s'il y a la version de ses amis, puis la version de Taylor, puis je pense qu'il est quand même plus porté à croire sa famille, même s'il est sur la défensive, parce que c'est tellement confrontant, genre, de se faire dire ça, tu sais. Personnellement, j'ai jamais vécu, mais je me mets à sa place. Peut-être qu'il y a honte aussi de se dire, Chris, genre, c'est-tu vrai? Genre, c'est-tu vraiment ça qui arrive? J'imagine que ça vient avec un shitload de comme mixed feeling, là, tu sais, tu peux pas juste comme faire OK, genre, c'est ça qui se passe. J'imagine qu'il y a comme un processus mental qui vient avec ça, puis de son côté, ça va ressortir de cette façon-là, là. Fait que, en tout cas, tu sais, à travers tout ça, tu sais, Stéphanie va dire que la mère de Taylor se serait justement confiée du fait que les raisons qui l'ont poussée à garder le silence tout ce temps, là, parce que, tu sais, on se souvient, Taylor a publié tout sur Facebook. Fait que Mackenzie était au courant, mais la mère de Taylor, parce que les deux étaient amis sur Facebook, ben, la mère à Taylor aussi, elle voyait tout ça, là, puis elle était au courant que sa fille pouvait pas avoir d'enfant, puis elle était au courant de la relation qu'elle avait avec Wade, parce que Wade était tagué, mais comme personne a jamais cru bon d'écrire à Wade, puis la raison de tout ça, c'est que justement, elle avait peur que Taylor lui enlève la garde de Emerson, puis qu'elle coupe complètement l'accès à sa petite fille, puis que justement, tu sais, puis elle savait que sa fille, c'était quelqu'un qui était capable de... Ben, probablement, en fait, que Taylor l'avait menacée à ce sujet-là, puis, ben, Shauna avait peur que Taylor fasse ce move-là. Et le 11 septembre 2020, là, d'ailleurs, il y a même Taylor qui va publier un message sur Facebook là, qui essentiellement va dire que dans 2 semaines, le bébé serait là, puis qu'elle était tellement excitée et nerveuse en même temps. Mais comme, tu sais, à ce stade-ci, là, nous, on sait que c'est pas vrai qu'elle est enceinte. Fait que genre, mettons, là, j'ai l'impression, genre, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que en ce moment, elle est en train de nourrir son mensonge, mais genre, c'est tellement stressant pour elle parce qu'elle se met un deadline, là, genre... En tout cas, genre, on dirait que je suis tellement investie, genre, en ce moment, j'ai genre le shake, tellement que je suis comme Chris qui est conne, Taylor, genre, je m'excuse. Puis j'ai tellement pas envie de sonner comme si c'était pire parce que c'est une femme qui le fait vivre à son conjoint. Tu sais, souvent, on a tendance à penser ou à percevoir que quand une femme fait vivre la violence conjugale ou qu'une femme commet des gestes comme ça, c'est pire parce que justement, c'est une femme qui le fait. Puis c'est pas comme ça que je veux m'exprimer, puis c'est pas de même que je me sens par rapport à ça. C'est juste que cette femme-là me fâche. Genre, je ne comprends pas comment quelqu'un peut penser de même. Genre, je comprends pas comment elle peut penser que c'est un mensonge qui va... Genre, qu'elle va arriver à ses fins avec ce mensonge-là. Je suis comme, voyons, c'est impossible, là, qu'elle s'en sorte... que ça finisse bien, là. Genre, voyons. Fait que les jours passent et les jours passent, ben plus les questions s'accumulent. Et selon Taylor, ben il semble constamment y avoir une nouvelle justification là, pour repousser les interrogations et expliquer pourquoi le bébé n'est toujours pas arrivé. Il y a toujours une excuse concernant n'importe quoi hein, avec elle. Tu sais, puis à ce moment-là, ben les gens ont l'impression que elle arrive au bout de son mensonge, que tôt ou tard, ben, elle va devoir faire face à la réalité. Et pourtant, contre toute attente, ben, l'histoire continue, là, tu sais, puis personne sait encore jusqu'où elle est prête à aller pour maintenir son mensonge en vie.
Puis là, à ce moment-là, on approche des 10 mois de grossesse. Et comme Connie va le dire dans le documentaire, là, ben, ça se peut tout simplement pas, là. Tu sais, une grossesse ne se prolonge jamais pendant autant de temps. Puis en général, lorsque une grossesse va dépasser 40 semaines, ben, elle fait l'objet là, d'un suivi très serré. Puis l'accouchement va finir par être provoqué là, avant d'en arriver là. Puis là, je dis ça, je suis pas la fille la plus renseignée, là, j'ai pas d'enfant, mais tu sais, tout le monde sait ça, là, comme tu peux pas être enceinte jusqu'à 10 mois, là, ça arrive pas. Puis, parce que c'est ça, à un certain point, ben, c'est pas sécuritaire ni pour la mère, ni pour le bébé. Puis à ce moment-là, justement, tout le monde se disait que ben c'était une question de temps avant qu'elle finisse par admettre son mensonge ou même que, tu sais, elle inventerait une fausse couche pour mettre fin à l'histoire. Genre, je sais pas, même si à ce stade-ci, genre, ça se peut comme plus, genre une fausse couche, I guess, tu sais, en tout cas. Puis à travers ça, on se souvient, Stéphanie, elle avait déjà contacté la clinique, là, puis elle leur avait fait part de ses inquiétudes. Puis évidemment, ben, en raison du secret professionnel, ben, le personnel n'avait pas pu lui fournir d'informations. Là, par contre, ils ont eu le réflexe de consigner au dossier là, que Taylor affirmait être enceinte, alors que ça se pouvait tout simplement pas. Puis au fil du temps, ben, il y a certains intervenants de la clinique qui commençaient eux aussi à craindre qu'une situation grave puisse survenir. Parce que si Taylor n'était pas réellement enceinte, mais qu'elle était déterminée à présenter un bébé à son entourage, la question devenait alors jusqu'où pourrait-elle aller pour maintenir son mensonge. Il y a donc des mesures préventives là, qui vont être envisagées et les hôpitaux des environs vont être avisés là, de demeurer vigilants face à un risque potentiel d'enlèvement de nouveau-nés. Un cas de rose, là, comme on appelle, puis ça, c'est une précaution exceptionnelle prise par prudence, vu les précautions là, du personnel et de l'entourage de Taylor. Mais malgré toutes les inquiétudes qu'ils ont, personne n'était réellement préparé à ce qui allait se produire par la suite. Le 5 octobre 2020, soit 13 jours après sa date d'accouchement prévue, Wade va raconter que ce matin-là, il s'est réveillé en pleine nuit parce que la maison sentait la boucane. En fait, c'est comme Taylor qui l'a comme réveillé un peu là, en le shakant. Là. Puis il va se réveiller alors un peu comme en sursaut. Et lorsqu'il va sortir à l'extérieur, ben, il constate effectivement là, qu'il y a une partie de la maison qui est en feu. Là, à ce moment-là, ben, il va attraper un tuyau d'arrosage. Puis, heureusement, il va parvenir à éteindre les flammes avant que l'incendie ne se propage davantage. Mais encore une fois, le timing est assez obvious, si on peut dire, dans le sens que cet incendie-là survient précisément le jour où Taylor devait se rendre à l'hôpital de Mount Pleasant pour son accouchement qui était provoqué cette journée-là, là, qui était prévu. Mais, tu sais, franchement, c'est difficile de pas trouver ça louche, là, at this point. Mais là, évidemment, l'histoire s'arrête pas là. Donc, après l'incident, ben Wade va retourner se coucher sur le divan. J'imagine parce qu'il était comme... J'imagine qu'à un certain point, il était comme fâché, là, genre, je peux pas croire. Puis là, il va se réveiller justement vers 7 heures le matin, ce matin-là, et Taylor va lui annoncer que, ben, ça sert à rien de se préparer pour aller à l'hôpital parce que, tu sais, c'était la journée, comme j'ai dit, qu'elle devait aller accoucher. Fait que lui, il est comme, pourquoi, genre, qu'on va pas à l'hôpital? Et là, elle va lui dire que, ben, selon elle, c'est impossible d'y aller parce qu'il y aurait eu une alerte à la bombe là, qui aurait été signalée. Et effectivement, quelqu'un avait signalé la présence d'une bombe à l'hôpital. Puis l'information circulait partout sur Facebook. Puis là, je ris, c'est pas drôle avec ce qui s'en vient, mais dans ma tête, à moi, je suis juste comme... Je suis découragée, genre, je la trouve tellement douille. Puis pour l'entourage de Wade, un peu comme moi en ce moment, là, ben, c'est plus une coïncidence, là. Genre, à leurs yeux, c'est comme évident que, ben, c'est elle. Puis non seulement ça, ben, ça devient de plus en plus troublant, là. Tu sais, comme un incendie en pleine nuit, une alerte à la bombe le matin même de l'accouchement prévu. Ben là, plusieurs en viennent à croire que, ben, of course, c'est elle, mais que non seulement ça, tu sais, peut-être que Wade est en danger, tu sais, puis c'est un peu ce que Connie, sa mère, va se dire. Elle est de plus en plus inquiète, tu sais, parce que, ben, là, non seulement elle est convaincue, puis elle a raison, là, que la grossesse, c'est un mensonge, mais là, elle commence vraiment à craindre pour la sécurité de son fils, convaincue que la situation est vraiment en train de comme d'échapper à tout contrôle puis de dégénérer complètement, là. Fait qu'elle décide donc de le confronter directement
Puis c'est vraiment dans un mélange d'émotions que Wade va finir par admettre qu'il sait même pas là, lui-même là, s'il est en amour avec elle, tu sais, s'il est en... en fait, s'il est en relation par amour ou simplement par engagement parce que tout est allé vite, puis là, il est comme... Il s'apprête à avoir un enfant, mais à this point, genre, je comprends pas que lui-même comprend pas que c'est pas vrai l'enfant, mais en tout cas. Puis tu sais, je fais une parenthèse, je pense pas que je l'ai mentionné, mais dans le documentaire, il y a des gens qui vont témoigner qu'ils étaient convaincus que Taylor était réellement enceinte parce qu'il avait touché au bébé, là, dans le sens qu'il avait mis leur main sur le ventre de Taylor, puis le bébé avait bougé. Mais comme, c'est quoi, genre, il est allé acheter des une bédaine qui bouge. Fait que, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme, bon, peut-être que Wade était convaincu, mais comme à ce moment-ci, ça fait plus que... C'est que genre, ça fait 10 mois là, qu'elle est enceinte. Fait que je suis comme... Je sais pas. J'imagine qu'il se pose des questions. Mais bref, dans tout ça, il va avouer à sa mère que c'est ça. Il est pas certain si il est en amour avec elle ou si c'est parce que ben il est en train de comme vraiment bâtir une relation sérieuse puis qu'il y a des engagements, tu sais, autant financiers que être enceinte. Puis, tu sais, c'est ça, il va dire qu'il l'apprécie, qu'il est attaché, oui, mais qu'il a surtout l'impression qu'il s'est embarqué dans quelque chose qui est allé trop vite, puis qu'il a pas vraiment eu le temps de réaliser l'intensité derrière ce qu'il vivait. Puis, tu sais, c'est à ce moment-là qu'il le réalise. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a réalisé peut-être un peu avant, mais que c'était peut-être difficile à assumer pour lui de faire genre, si je me suis fait avoir, genre, par elle. Genre, tu sais, j'ai l'impression que tout ça, c'était comme un gros process pour lui. Euh, Parce que, tu sais, c'est vrai, là, dès le début, là, tout ça s'est fait rapidement. Taylor s'est installée dans sa vie vraiment vite. Elle a pris beaucoup de place. Elle s'est intégrée parfaitement dans son quotidien avec ses amis. Elle faisait les repas, le ménage, elle s'occupait des animaux. Puis elle était constamment présente, attentionnée, impliquée. Fait que sur papier, là, tout semblait parfait. Mais dans les faits, ça a créé quelque chose de très envahissant rapidement. Puis comme je l'explique dans mon épisode sur le love bombing que j'ai publié il y a 2 semaines, je crois, ben ça peut finir par créer un sentiment de redevabilité. Un peu comme si tout ça avait été tellement vite, tellement intense que ben ça devenait difficile de prendre du recul ou même de remettre la relation en question. Mais cette fois, les doutes sont devenus trop importants pour être ignorés, là. Puis, à la lumière des conversations qu'il va avoir avec ses proches, mais surtout avec sa mère, là, ben, il y a des informations qui vont commencer à faire du sens. Puis, Wade, à ce moment-là, il peut plus simplement faire comme si de rien n'était, là. Et donc, il va prendre la décision de s'asseoir avec Taylor et d'avoir une discussion franche avec elle dans le but de mettre fin à leur relation. Mais là, pour la première fois depuis qu'il la connaît, là, Taylor ne va pas réagir comme elle va toujours l'avoir fait, là. Tu sais, d'habitude, elle tente de le rassurer, de trouver une explication, de genre calmer la situation. Mais cette fois-ci, selon le témoignage de Wade, elle aurait explosé de colère. Puis selon ce qu'il va dire, tu sais, quand il va l'avoir confrontée directement, puis qu'il va lui avoir demandé si elle était réellement enceinte, il va la décrire là, comme étant hystérique, violente et totalement hors de contrôle. Et toujours selon lui, Taylor se serait alors mise à hurler là, qu'il ne la croyait pas, que c'était pas un bon chum, nanana. Puis dans un excès de colère, elle aurait lancé quelque chose du genre oh ouais, personne me croit? Ben, check-moi bien, là, je vais en ramener un bébé. Puis sur le moment, Wade ne sait pas trop quoi penser de cette déclaration-là. Là. Tu sais, ça semble un peu sortir comme un peu sous le coup de l'émotion, tu sais, sur un moment de rage, de désespoir, nan, nan. Mais avec le recul, ces paroles prendront une toute autre signification. Et là, environ 2 jours plus tard, on est le 7 octobre, Regan et Taylor s'étaient organisé une journée ensemble, une journée de filles. Les deux étaient allés au Starbucks et avaient passé un peu de temps ensemble là, à parler de leur grossesse respective, là, parce que oui, Regan était enceinte elle aussi, là, je pense que je l'ai dit tantôt. Et donc, le lendemain, le 8 octobre, Taylor était retournée voir Regan pour parler, là, et selon ce que Taylor va témoigner plus tard, elle passait dans le coin et est allée voir Regan pour lui dire que son accouchement était désormais prévu pour le lendemain, le 9 octobre. Taylor était excitée et évidemment, Ben Regan l'était aussi pour son ami là, parce que les deux attendaient
c'était une petite fille. Et on se transporte maintenant donc au lendemain, donc le 9 octobre 2020, soit 17 jours après la date d'accouchement prévue de Taylor. Et ce matin-là, Wade va raconter qu'il s'est réveillé vers 3h30, 4h du matin. Il y avait un enclos rempli de sangliers là, qu'il devait aller vendre. Puis à la base, ils devaient le faire ensemble avec Taylor. Donc, s'occuper de charger le camion, de livrer les animaux chez l'acheteur, etc. Puis, le plan, c'était de, par la suite, se rendre à l'hôpital d'Idabel pour l'accouchement de Taylor, qui était prévu par la suite. Mais lorsque ce matin-là, il va demander à Taylor si elle est prête à partir, celle-ci va lui répondre qu'elle ne se sent pas très bien et qu'il vaut mieux qu'il y aille seule, là, au cas où elle aurait comme des nausées, des malaises, etc. Puis qu'elle viendrait, comme les deux donneraient un point de rencontre à l'hôpital par la suite pour l'accouchement. Et à ça, Wade va lui répondre que c'était pas ça qui était prévu, qu'ils devaient y aller ensemble. Et surtout, il va dire que il a besoin d'aide. C'est quand même une grosse job. Puis surtout, c'est Taylor qui avait parlé avec l'acheteur. Fait que c'était comme un peu plus elle qui était au courant de tout ça, là, de l'arrangement et tout. Mais Taylor va insister, elle va dire qu'elle peut pas y aller, mais que lui, il fallait vraiment qu'il y aille parce qu'il avait besoin de cet argent-là. Puis j'imagine que c'était à cause qu'il s'était endetté par sa faute, puis que là, le bébé s'en venait. Et donc, Wade va comme pas insister plus que ça. Là, il va sentir qu'il y a comme pas vraiment le choix. Et donc, il va charger les sangliers et il va partir seul au point de rencontre, en fait, chez l'acheteur. Puis le trajet va lui prendre environ 4h30 là, pour se rendre là-bas. Puis une fois qu'il va arriver, l'acheteur va lui dire qu'il n'a pas commandé de sanglier. Puis là, à ça, Wade, il est complètement sous le choc. Là. Il est comme, non, c'est impossible. Là. J'ai reçu un message de confirmation de ta part ce matin. Là. Puis là, il va lui montrer son téléphone. Puis le gars va lui dire que, non, c'est pas lui qui a envoyé ce message-là. Que c'est même pas son numéro. Puis là, Wade, il est vraiment confus. Fait que là, il va comme dire, là, t'as parlé avec ma femme Taylor, j'imagine que ça te dit quelque chose. Et l'homme va répondre que oui, mais que ça fait de ça, là, plusieurs semaines, là, puis qu'il avait jamais donné de nouvelles par la suite, là. Fait que le rendez-vous était comme... Il a jamais été confirmé, ça a jamais été, tu sais, c'était vraiment comme juste... tu sais, comme sur Marketplace, là, genre, c'est-tu disponible? Oui, non, puis là, il n'y a plus de réponse. C'était comme un peu ça. Alors, Wade va repartir vraiment gêné de la situation. Puis surtout, il comprend pas là, ce qui vient de se passer parce que, tu sais, il se sent cave, j'imagine. Puis il réalise aussi, I guess, qu'il s'est fait avoir par Taylor parce que là, pour vrai, j'imagine qu'à un certain point, il commence à s'en rendre compte. Puis pendant qu'il va faire demi-tour, justement, il va recevoir un appel de Taylor qui lui dit là, qu'elle vient d'accoucher et qu'il doit absolument venir la rejoindre à l'hôpital d'Idabel. Mais dans sa voix, là, parce qu'on a accès à l'appel dans le documentaire, à une partie de l'appel, en fait, puis on sent vraiment, là, il a l'air vraiment écœuré, là, tu sais, il se sent dépassé. J'imagine même qu'il doit plus savoir quoi penser de la situation, là, parce qu'à ce moment-là, lui, il devait se dire... Crime, je viens de me faire avoir, ma mère devait avoir raison, nanana. Puis là, il se fait appeler au moment même pour se faire dire qu'elle a accouché. Fait que là, il est comme crime, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Fait que c'est ça, il va répondre qu'il s'en vient, mais tu sais, dans sa voix, là, on sent vraiment qu'il est déconnecté, il a pas l'air heureux. Puis il semble surtout plus étonné ou surpris qu'autre chose, là. Puis à ce moment-là, Taylor est avec les policiers, là. Fait que les policiers entendent l'appel, là, tu sais. Puis j'imagine que pour eux aussi, là, c'est bizarre de voir que, tu sais, le conjoint semble pas plus, tu sais, comme, on dirait que je sais pas, l'appel est vraiment bizarre, puis j'ai l'impression que c'est pas le genre de réaction que t'as quand ta blonde t'apprend qu'elle a accouché, mettons. Parce qu'on se souvient, là, j'avais commencé la partie 1 comme ça, mais au moment où est-ce qu'elle est retrouvée par les policiers, Taylor était sur le bord de la route, elle conduisait vraiment comme de façon erratique et surtout, elle affirme avoir donné naissance à un bébé il y a environ 35 minutes. Là, elle pleure, les policiers tentent même d'évaluer la situation sans intervenir trop rapidement parce que la situation est délicate. Là, il y a un nouveau-né effectivement sur ses genoux et Taylor semble visiblement là, paniquer vis-à-vis l'état de son enfant, demande à ce qu'il soit rapidement pris en charge. Puis les policiers, là, eux autres, sont comme pas équipés pour gérer une situation médicale de cette ampleur-là, là, tu sais, fait qu'ils vont sécuriser les lieux et ils vont attendre l'arrivée des ambulanciers, mais ça sera pas long que l'ambulance va arriver.
Mais déjà là, il y a plusieurs éléments là, qui vont attirer leur attention, notamment le fait qu'il y a aucun ou presque aucun sang visible sur Taylor. Là. Tu sais, une petite quantité sur son chandail, au niveau de son ventre. Mais tu sais, comme pour quelqu'un qui vient d'accoucher, là, seul dans une voiture, la scène paraît quand même étonnamment propre, là, tu sais, en tout cas, entre guillemets, là, puis tu sais, personnellement, comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas d'enfant, j'ai jamais accouché, mais j'aurais eu tendance à penser que le sang aurait été plus au niveau de l'entrejambe, pas au niveau du ventre, puis encore moins juste au niveau du ventre aussi, là. Tu sais, oui, elle est paniquée, mais je sais pas comment dire. Physiquement, elle donne pas vraiment l'impression là, de quelqu'un qui vient d'accoucher, là. On dirait vraiment juste quelqu'un qui joue bien la comédie. Et pendant qu'elle va être prise en charge par les policiers, là, Taylor va appeler Wade, comme je l'ai dit, pour le mettre au courant. Mais avant même de lui dire qu'elle a accouché, là, elle va lui demander ce qu'il est en train de faire, genre, mais... Tu sais, lui, il est comme, de quoi tu me parles? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Il dit, genre, je suis sur le chemin du retour, genre, j'essaie de trouver une solution avec les sangliers, que genre, tu m'as fucking menti par rapport à l'acheteur. Puis genre, honnêtement, je me demande à quoi qu'elle pense. Ben comme, clairement, elle fait exprès, là, elle joue à l'innocente. Mais comme elle est tellement conne, là, genre, c'est elle qui l'envoie, puis elle lui demande, il est où? En tout cas, cette fille, genre, pauvre Wade, genre, à ce moment-là, il devait tellement, genre... Ah, je me demande comment il se sentait à ce moment-là, parce que est-ce qu'il devait se sentir cave, mais en même temps, genre, tu sais, je veux tellement pas parler de lui comme si c'était, tu sais, c'est tellement pas sa faute, là. Genre, j'ai l'impression que justement, il s'est tellement fait avoir. Mais genre, bref, c'est à ce moment-là que elle va lui dire que, ben, elle vient d'accoucher, puis qu'il doit venir la rejoindre à l'hôpital. Puis le transport de Taylor vers l'hôpital va se faire en urgence de son côté, là, avec l'ambulance. Puis c'est ça, dès que l'ambulance va arriver sur les lieux, ben les premiers constats médicaux indiquent déjà que l'état du nouveau-né est préoccupant. Et vous me voyez venir, celui-ci ne survivra malheureusement pas. C'est super triste. Je vais y revenir plus tard. Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment brisé le cœur. J'aurais tellement espéré que le bébé survive. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Puis, une fois arrivé à l'hôpital, les médecins vont entreprendre rapidement là, de procéder à une évaluation complète de Taylor, qui est leur patiente. Cependant, elle va s'opposer à plusieurs interventions médicales en estimant que ce n'est pas nécessaire. Et ce comportement-là va évidemment intriguer le personnel là, parce que, ben, habituellement, dans une situation d'accouchement d'urgence, surtout en dehors d'un cadre médical, ben, la priorité est la prise en charge immédiate de la mère et du bébé. Mais ici, Taylor ne semble vraiment pas en détresse apparente. Elle ne manifeste pas de signes évidents de douleur. Elle paraît relativement calme. Tu sais, oui, elle va pleurer comme en mode genre, hey, où mon bébé, nanana, mais comme. Puis ce qui est encore plus surprenant, là, c'est que, tu sais, oui, elle va manifester comme qu'elle est inquiète pour le bébé, mais genre pas tant que ça, là, ça va comme rapidement. Elle va rapidement passer à autre chose, là. Je sais pas comment le dire. C'est comme une inquiétude qui son inquiétude va matcher un peu ce qui se passe devant elle. Fait que, tu sais, en tout cas, vous allez voir, là, mais les policiers vont rapidement, tu sais, comme, aller lui poser des questions. Puis là, à partir de ce moment-là, elle pense comme plus au bébé, là, tu sais, comme, fait que c'est ça qui est comme un peu... si elle avait vraiment accouché puis c'était vraiment son enfant, comme, elle aurait continué, selon moi, de s'inquiéter. Mais là, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus urgent qui s'était présenté à elle. Fait que là, le bébé, elle y pensait même plus, là, en tout cas. Puis de mon point de vue, là, en regardant le documentaire, je trouve qu'elle a l'air vraiment détachée, comme... On dirait qu'à ce stade-ci, elle a juste vraiment hâte, genre, de partir puis de retourner chez elle. Comme elle a eu son bébé, là, mettons. C'est vraiment triste dit de même, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle, tout ce qui comptait, c'était de prouver à tout le monde qu'elle avait eu un bébé. Là, elle a comme, entre guillemets, accouché. Elle a son bébé. J'ai l'impression que pour elle, qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, comme ça importait pas, en autant qu'elle avait comme une preuve à montrer à Wade. Fait que c'est un peu ça le feeling que j'ai par rapport à ses réactions. Puis comme je l'ai dit, là, le personnel médical va vraiment comme insister là, pour l'examiner, mais elle veut pas. Puis lorsqu'ils vont vérifier son identité et ses antécédents, il y a une information importante qui va ressortir du dossier médical de Taylor. Taylor aurait subi une hystérectomie, rendant donc impossible le fait d'avoir accouché comme elle le prétend.
Et à ce moment-là, ben, la situation devient autant une évidence qu'une incompréhension là, pour le personnel médical. Les autorités présentes sur les lieux vont évidemment commencer à s'interroger sur les nombreuses possibilités s'ouvrant à eux. Et l'un d'entre eux, du nom de Chad Densby, là, va approcher Taylor. On va le voir dans le documentaire. Puis, on a accès à l'interrogatoire complet sur YouTube. Je vais le linker dans la description. J'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que Netflix montrait évidemment pas la partie intégrale. Puis là, c'est ça, il va se présenter, puis il va lui dire qu'il a entendu dire qu'elle avait accouché sur le bord de la route, puis il va lui demander si c'est vrai. Et là, à ça, Taylor va répondre confuse que oui, là, puis elle va poursuivre en disant ben là, est-ce que j'ai fait quelque chose? Tu sais, pourquoi vous me retenez ici? Comme elle comprend pas pourquoi que les policiers sont là, blablabla. Bla, bla. Vraiment comme avec un ton de voix là, innocent, là. Puis le policier va lui demander fait que l'enfant, c'est vraiment le tien, tu sais. Puis là, elle va répondre oui. Tu sais, vraiment comme si elle comprenait pas pourquoi on lui demandait ça. Et le policier va poursuivre en lui disant fait que t'as accouché de ce bébé-là. Puis là, Taylor va répondre oui, je viens de te le dire, non. Mais comme vraiment, là, elle fait comme si c'était 100% clueless. Alors que c'est évident, genre qu'elle sait, là, comme pourquoi les policiers sont là, genre ça pourrait pas être en tout cas, genre, tu sais, autant elle est bonne comédienne que genre, pas tant que ça, dans le fond. Fait que là, finalement, c'est ça, le policier va lui dire, OK, fait que si dans le fond, on te fait des tests médicaux complets, on va pouvoir confirmer que tu viens d'accoucher, comme, tu sais, il va lui dire, là, on va le voir, là, tu sais, t'es au courant de ça. Puis là, Taylor va dire que, ben oui, tu sais, puis vraiment à la caisse, là, en étant comme convaincu que, I guess, ça va ressortir positif, là, son test. Mais, tu sais, je la trouve tellement douille, genre, dans quel monde à la vie, honnêtement, ça aurait été le moment, genre, de, comme, assumer son mensonge. Mais non, encore une fois. Et très rapidement, ben, les résultats des examens vont devenir un point central de l'enquête parce qu'ils vont conclure qu'aucun bébé n'est sorti par là, Taylor n'a pas accouché et surtout, elle n'a pas d'utérus. Et à partir de là, ben, la situation change complètement parce que pour les autorités, les incohérences ne peuvent pas être ignorées. Les faits médicaux viennent contredire directement la version présentée par Taylor. Et à partir de là, ben, il y a une question qui devient cruciale parce que si Taylor, elle n'a pas accouché de ce bébé, alors d'où provient-il réellement? Et les enquêteurs comprennent rapidement que l'enjeu dépasse largement une simple histoire de mensonge ou de confusion. Là. Il faut maintenant retracer l'origine de l'enfant et reconstituer ce qui s'est réellement passé. Et là, très vite, l'hypothèse d'un bébé disparu ou d'un signalement en cours va entrer dans les vérifications des autorités, sauf qu'un détail va venir rapidement alarmer la plupart d'entre eux. Soit que Taylor a été retrouvée avec un bébé qui avait encore le cordon ombilical, c'est-à-dire que s'il y a un enlèvement ou qu'il y a un bébé disparu, le bébé aurait été enlevé dans des circonstances plutôt... j'ai peut-être pas le bon mot en ce moment, là, mais tu sais, ça a été soit violent, tu sais, soit, tu sais, c'est alarmant, là, comme, c'est pas un bébé, c'est un bébé qui vient de naître qui a été enlevé, là. Euh, Fait que ce détail-là, clairement, ça vient rendre la situation beaucoup plus complexe. Et pendant que les enquêteurs vont recouper les informations, là, ben, ailleurs, dans un autre foyer, il y a une mère du nom de Jessica qui commence à s'inquiéter parce que son gendre n'ayant aucune nouvelle de sa femme, parce que celle-ci s'était pas présentée au travail, puis là, il n'y avait pas de nouvelles depuis plusieurs heures. Tu sais, il a tenté de la rejoindre, elle ne répondait pas, il a appelé au travail, sa boss n'avait pas de nouvelles d'elle non plus. Il commence à s'inquiéter, donc, ne pouvant pas se rendre lui-même au domicile pour vérifier si sa conjointe était correcte, il a appelé sa belle-mère pour lui demander si elle pouvait y aller, là, parce qu'elle habitait comme pas trop loin, juste pour s'assurer qu'elle n'allait pas tomber ou comme tout était beau. Et là, ben Jessica, qui vivait pas trop loin, va décider de se rendre à la résidence de sa fille là, pour voir si tout allait bien. Et avant de se rendre, elle va aller chercher sa petite fille de 3 ans à la garderie. Donc, elle va appeler son conjoint Marcus pour lui demander là, si c'était possible pour lui d'aller directement chez sa fille à elle pour comme voir si tout était beau. Le temps qu'elle allait chercher la petite fille à la garderie, etc. Et lorsqu'elle arrive à la garderie, ben la petite y est pas. Et l'éducatrice va lui dire que, ben, en fait, sa fille s'est pas présentée, fait que, tu sais, la petite était juste pas venue à la garderie. Et donc, elle va se dépêcher d'aller chez sa fille en étant encore une fois plus inquiète parce que là, ben, s'il est arrivé quelque chose à sa fille, ben, la petite de 3 ans était avec elle, fait que là, c'était comme un peu alarmant. Et lorsqu'elle arrive sur place, elle remarque tout de suite un détail inhabituel.
La porte du garage est laissée entrouverte et ce détail va lui sauter aux yeux rapidement parce que sa fille est généralement très prudente et organisée et elle n'aurait normalement jamais laissé une porte ouverte de cette façon, encore moins en plein mois d'octobre et surtout moins si sa fille de 3 ans est avec elle à la maison, là. Donc, soucieuse, elle va décider d'entrer et elle va également être la première à arriver sur les lieux. Puis en s'approchant de la porte du garage, elle aperçoit au sol des taches de sang, là. Puis au départ, elle pense que, bon, peut-être sa fille s'est blessée à la jambe. Tu sais, c'est vraiment comme des petites coulisses, là, super fines. Mais quelques secondes plus tard, elle remarque aussi une empreinte ensanglantée sur le sol. Et là, aussitôt, elle est paniquée, là, c'est sûr, et elle va hésiter, va reculer un peu paniquée, mais va se raviser aussitôt en appelant le nom de sa fille. Lorsqu'elle n'a aucune réponse, elle décide de pénétrer à l'intérieur en se disant qu'elle n'a pas le choix, là, sa fille est peut-être inconsciente ou gravement blessée. Et c'est à ce moment-là qu'elle va découvrir une scène d'horreur qui dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Il y avait du sang partout, sur les murs, sur le sol, une quantité de sang là, phénoménale, et au centre se trouvait sa fille, Regan, étendue par terre. Regan était décédée. Sous le choc, Jessica va immédiatement appeler les secours, puis on a accès à l'appel dans le documentaire, puis sa voix, là, juste l'appel, là, je vous dis la gang, c'est tellement triste. Genre, sa voix est complètement brisée, prise par la détresse, elle est hystérique, elle crie, là, en fait, elle hurle. C'est tellement triste. J'ai pas de mots, puis, tu sais, j'en ai écouté souvent, là, des appels, tu sais, de personnes qui ont découvert leurs enfants. Cet appel-là m'a vraiment touchée. J'ai tellement d'empathie pour un parent, en fait, qui découvre son enfant décédé par terre. Dans une mort de sang comme ça doit être un... J'ai pas les mots, c'est un cauchemar, ça n'a pas de sens. Puis, quelques minutes plus tard, Marcus, le beau-père de la victime, ainsi qu'un de ses amis là, qui se trouvait avec lui, vont arriver sur les lieux. Ils entendent les cris de Jessica qui est assise devant le garage là, dans un état inconsolable. Et elle leur dit là, de ne pas s'approcher, mais évidemment, son réflexe, c'est de vouloir protéger sa femme. Et donc, Marcus va prendre le dessus et il va pénétrer à l'intérieur. Et en apercevant la scène d'horreur et la violence exercée sur le corps de sa belle-fille, il s'effondre sur le champ. Et submergé par l'émotion, il est incapable de parler, incapable de réagir autrement là, que en se mettant à pleurer, là, honnêtement, là, il est détruit. Et dans ce chaos, des bruits vont attirer soudainement leur attention, là, et très vite, ils réalisent qu'il s'agit de la petite fille de Regan, âgée de seulement 3 ans, qui semble se trouver là encore dans la maison. Marcus est incapable d'enjamber le corps de Regan là, pour aller secourir la petite. Il reste figé, paralysé par ce qu'il vient de voir. Et c'est finalement son ami qui va prendre la relève. Il va donc enjamber le corps de Regan, va pénétrer dans la maison et va vérifier chacune des pièces dans l'espoir de retrouver l'enfant. Et c'est dans une chambre un peu plus loin qu'il finit par l'apercevoir. La fillette est vivante, heureusement, mais elle est tout cachée là, en dessous des draps, le visage complètement dissimulé, là, comme pour se protéger de ce qu'elle a entendu et peut-être vu. Et lorsque les premiers répondants vont arriver sur les lieux, ils vont constater là, une scène de crime complètement épouvantable, un carnage qu'eux-mêmes décriront là, comme étant une des scènes les plus horribles qu'ils ont vues de leur vie. Et honnêtement, je vais me permettre d'aller en détail. Là. Si vous êtes enceinte en ce moment, là, c'est peut-être pas le bon passage pour vous, là, puis même que je vais aller encore plus en détail tantôt au procès, là. Fait que sachez-le, vous pouvez skipper des parties si jamais c'est trop dégueulasse pour vous, là. Donc, dans un état de crise, Jessica, la mère de la victime, va dire aux policiers que sa fille était enceinte et qu'il fallait absolument tenter de sauver le bébé. Et c'est à ce moment-là que les premiers répondants vont réaliser que la situation est encore bien plus grave et bien plus complexe qu'ils ne l'avaient d'abord imaginé.
parce qu'en examinant la scène de plus près, il constate des éléments qui indiquent clairement qu'une intervention chirurgicale, plus précisément une césarienne, a été pratiquée sur la victime, et ce par quelqu'un qui, de toute évidence, là, ne savait pas comment s'y prendre. Et pour les enquêteurs, il devient évident qu'il s'agit d'un meurtre avec un motif qui semble extrêmement précis. Et ce sera cette découverte qui viendra complètement changer la nature de l'enquête, parce qu'à partir de là, il ne s'agit plus seulement d'un meurtre, mais d'un crime d'une ampleur bien plus importante, impliquant également la disparition d'un nouveau-né, non seulement parce que Regan avait été assassiné, mais parce que son bébé lui avait également été arraché. Puis, je vous le dis, là, il y avait tellement de sang là, qu'au départ, personne n'avait remarqué la plaie énorme de la victime au niveau de l'abdomen. Et donc, à ce moment-là, pour les policiers, rapidement, là, ils vont faire un lien avec Taylor Parker, la femme qui, drôlement, là, vient tout juste d'être admise à l'hôpital et qui jure d'avoir accouché dans des circonstances qui sont douteuses. Et la césarienne, là, qui a été faite de façon vraiment violente et sauvage là, au domicile de Regan. En fait, le meurtre de Regan qui a été causé par une césarienne sauvage et violente, c'est immonde, honnêtement. C'est inhumain. Puis dans les rapports d'autopsie, dans le documentaire, dans le procès, ils en parlent, là, mais ils vont expliquer que la césarienne, elle a été pratiquée de manière particulièrement brutale et que la méthode utilisée là, devait être particulièrement douloureuse. Là. Elle n'était pas sous anesthésie, là, elle a vécu ça à vif, dans des conditions complètement atroces, inimaginables, c'est impensable, c'est dégueulasse. J'en reviens pas. Puis, en fait, j'en reviens pas que quelqu'un soit capable de faire ça, genre, à froid de même, là, ça me dégueule. Puis, le nom de Taylor sera éventuellement mentionné là, aux proches de Regan, et c'est alors que certaines connexions vont commencer à émerger parce que, rapidement, là, Homer, le mari de Regan, va faire le lien puis il va se dire ben oui, elle était à la maison hier, là, c'est l'ami de Regan, puis c'était la photographe à notre mariage. Puis en sachant ça, là, on peut se demander avec le recul dans quelle logique Taylor entretenait cette amitié avec Regan, parce que c'est évident là, qu'il lui fallait un bébé, puis il fallait que ce soit une fille, comme elle l'avait annoncé lors du gender reveal. Fait que j'ai comme l'impression qu'elle avait des critères là, précis, entre guillemets, là, à respecter pour que son mensonge reste cohérent, crédible, jusqu'au bout, mettons. Puis pour que ça fonctionne, elle pouvait pas juste prendre n'importe quel bébé, là, tu sais, si on peut dire. Fallait que ça corresponde avec tout ce qu'elle avait dit, mais aussi, il fallait que le bébé lui ressemble. Puis, tu sais, Regan, ils ont comme des traits similaires. Fait que, tu sais, ça aussi, ça vient jouer I guess, ça vient jouer en faveur de la décision qu'elle a prise, mais en tout cas, ça me brise tellement le cœur. Je trouve que c'est tellement égoïste d'agir comme ça. C'est égoïste, c'est sans cœur. Puis, imaginez Wade, comment il devait capoter quand il a appris tout ça, là. Puis justement, pour revenir à Wade, lorsqu'il va arriver à l'hôpital, évidemment, là, il va se présenter, puis tout le monde va le dévisager, là. Le monde va le rediriger comme rapidement, mais dès qu'il va arriver près de la chambre de Taylor, il va se faire accoster par, intercepter en fait, je pense que c'est ça le bon mot, par deux policiers qui vont l'amener dans une pièce à part. Et ce sera vers 15 heures, là, de mémoire, 2h30, 3h, que sa vie va s'effondrer. On va lui annoncer que Taylor est en détention et qu'une femme nommée Regan a été retrouvée morte plus tôt dans la journée, qu'on lui avait arraché son bébé pour le faire passer pour le sien. Puis, évidemment, Wade va demander si l'enfant a survécu, là. Puis les policiers vont lui dire que non. Et je sais pas pour vous, mais moi, genre, ça, c'est un détail qui m'a vraiment fait de la peine parce que j'imagine qu'il s'en doutait que Taylor était pas enceinte pour vrai, mais comme, c'est quand même un deuil pour lui de se dire comme, hey, ça fait comme presque 1 an, genre, je pense que je vais avoir un enfant. Puis comme, non seulement je me suis fait niaiser, mais genre, le bébé a même pas survécu. C'est tellement comme... Puis, of course, que, tu sais, c'est pas lui qui a regardé le bébé, là, tu sais, c'est pas le sien, mais comme, ça doit tellement être un
un deuil de se dire, crime, en bout de ligne, genre, je perds ma blonde, mais j'ai même pas d'enfant non plus, en tout cas. C'est vraiment triste. Il va enlever sa casquette, il est complètement sous le choc, il est incapable de comprendre ce qu'il vient d'entendre. Là. Il y a même presque, je vous dirais là, même que c'est comme s'il n'y a aucune réaction. Là. Il est comme surtout vraiment figé, il bouge pas, puis il est comme... Il est dans l'incompréhension la plus totale. Genre, il va même dire genre, really? Genre, c'est vrai? Genre, c'est une joke, comme... Puis après un moment, il va même dire, est-ce que ma famille avait raison? Mais là, tu sais, tout ça, c'est en anglais, là, mais comme moi, je vous le vulgarise en français. Mais en tout cas, ça doit tellement y faire de la peine. Là. Lui, ça fait des semaines que sa famille lui partage leurs doutes, des incohérences. Lui, il refusait d'y croire. Il s'est comme un peu mis, pas le monde à dos, mais comme il s'est un peu pogné avec tout le monde. Puis là, il réalise que non seulement tout ça, c'était vrai, genre, que comme tout ce que sa famille disait, mais en plus, il est question d'un meurtre, là. C'est genre, c'est pas rien, là. C'est comme, what the fuck, genre, t'apprends que ta blonde, elle a tué quelqu'un, genre, pour... Ça fait... J'ai pas de vocabulaire aujourd'hui, je m'excuse. Je suis comme, j'arrête pas de dire, c'est impensable, ça fait aucun sens. Mais c'est parce que c'est ça, j'ai pas d'autres mots. Genre, on dirait, ça me fait capoter. Puis, genre, le pire qui pouvait arriver pour lui, c'était pas ça, là. Genre, tu sais, au pire, il se disait comme, ah, elle va comme avouer son mensonge, puis je vais juste, I guess, la laisser, genre. Mais comme là, c'est genre vraiment grave, là. Fait que, imaginez, là, genre, t'apprends que la personne avec qui tu partages ta vie t'a menti sur absolument tout, puis c'est pas juste un mensonge isolé, là, c'est un scénario entier construit de A à Z. À quel point ça a été poussé loin, là, genre, pour moi, en tout cas, personnellement, j'ai de la peine pour Wade, puis je sais que c'est pas tout le monde qui ressentait ça, tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit que comme... Puis c'est correct, là, genre, je pense que tout le monde peut avoir sa façon de penser, mais je serais curieuse de savoir un peu vous, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui était comme... pas juste mes amis, mais les gens en général, quand je faisais mes recherches, qui étaient comme, ah ben voyons, ça aurait pu être évité, comme les gens auraient pu, tu sais. Puis, of course, là, je suis d'accord avec vous, là, tu sais, en bout de ligne, mais il y a une partie de moi qui est comme, les gens ne pouvaient pas s'attendre au pire, genre, c'est... Genre, en tout cas, moi, personnellement, je peux pas dire que j'aurais rien fait, mais je me serais jamais attendue. Mettons, Taylor, ça avait été une de mes amies. Genre, jamais j'aurais pu penser que quelqu'un de mon entourage peut en venir à tuer une autre femme enceinte. Genre, fait on dirait que moi, il y a ça que j'essaie de garder en tête. Bref, c'est un peu l'opinion que j'ai de Wade. Puis, je voulais aussi un peu aborder la violence conjugale dans mes deux parties parce que tu sais, si ça avait été à l'inverse, que c'est un homme qui aurait fait, tu sais, vivre ça à Taylor, ben, tu sais, ben là, of course, un homme peut pas tomber enceinte, mais j'ai l'impression qu'on aurait vraiment pas eu le même regard sur la victime. En tout cas, moi, j'aurais pas eu le même regard. Fait que le fait que ce soit un homme qui vive de la violence conjugale, qui vive de la manipulation, des mensonges, du gaslight, de la pression, du love bombing, comme on l'a vu, ben, pour moi, c'est pas parce que c'est un homme que ça devient... moins, tu sais, j'ai l'impression qu'il a vécu la même chose que ben des femmes vivent, en fait. Puis, of course, que on le voit vraiment plus à l'inverse quand c'est des hommes qui le font vivre à leur conjointe, mais dans un cas où est-ce que des femmes le font vivre, il faut être capable de le reconnaître aussi. Fait que je tenais à le dire. Puis, imaginez Wade, genre lui, là, sa journée, là, genre il s'est levé à 3h30 du matin pour aller porter des sangliers, il se fait niaiser, le gars leur vire de bord, il a fait, je pense, c'est 4 heures de route à aller, 4 heures de route à revenir. Genre, il se fait niaiser bien raide. Lui, il pensait qu'il allait devenir père cette journée-là. Puis quelques heures plus tard, il apprend que it's all fake, it's all gone, rien de tout ça est vrai. Puis, tu sais, je vous parle du meurtre parce que, tu sais, c'est le point cumulatif de tout ça, là, le point de non-retour. Mais à travers ça, on n'oublie pas, il y a l'aspect financier aussi, parce que dans ma tête, ça revient toujours à la même question. Là. Pourquoi t'inventer une vie si clairement tu sais que ça va finir par te tomber d'en face, là, comme, tu sais, elle voulait être en couple avec Wade, elle voulait réellement bâtir une vie avec Wade, puis elle voulait réellement avoir un enfant avec Wade, puis justement, elle avait tellement peur de le perdre qu'elle s'est dit que sa seule solution, c'était d'inventer une grossesse. Mais en bout de ligne, tous ces mensonges-là, là, de mentir sur l'héritage, de mentir sur ci, sur ça, sur la grossesse, ben en bout de ligne, ça va nuire à ton couple, ma belle, puis ça va chier dans la pelle, comme on dit.
Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme pas de... Il y a pas j'ai pas le mot, là, mais il y a pas de bon échappatoire à ça, là, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai l'impression que c'est triste parce que c'est juste vraiment triste, en fait, cette histoire-là. Puis, ben, quand ça l'a été rapporté dans les nouvelles que Regan avait été violemment assassiné puis que son bébé lui avait été arraché, ben, tout le monde dans l'entourage de Wade a compris. Ils ont su, là, de même, en regardant les nouvelles, ben, c'est sûr, c'est Taylor, tu sais. Puis tout le monde, là, l'entourage de Wade Mackenzie, les gens de la clinique, tout le monde savait que c'était elle. Tout le monde a eu la même réaction, le même état de consternation, de choc, d'incompréhension, de se dire, ben voyons donc, ça se peut pas qu'elle aille, ça se peut pas que c'était ça, genre, son plan, là, parce que je vous rappelle, ceux qui pensaient que elle fakait, ben jamais ils pensaient qu'elle allait se rendre à tuer quelqu'un, là, tu sais, même les gens de la clinique, là, eux autres, ils s'étaient dit comme le pire qui peut arriver, c'est qu'il y a un bébé qui va se faire, tu sais, voler, mettons, genre, mais déjà ça, c'est horrible, mais imaginez de se faire enlever son bébé, genre, j'en ai des hauts le cœur, ça me... Je suis pas mère moi-même, mais c'est la pire affaire que je peux m'imaginer vivre pour moi-même si un jour je tombe enceinte, là. Fait que genre, j'ai tellement d'empathie pour Regan, j'ai tellement d'empathie pour le conjoint de Regan, pour tout le monde, pour les proches de Taylor qui ont cru à son histoire, pour Wade. Honnêtement, j'ai l'empathie pour tout le monde dans cette histoire-là. Puis c'est peut-être moi qui est trop empathique, là, mais comme j'ai l'impression que tout le monde s'est fait avoir. Puis c'est ça, c'est juste vraiment triste, comme je le disais. Puis ce qui m'a vraiment fascinée, là, c'est vraiment tout l'aspect de la mythomanie, tu sais, puis je trouve que le documentaire rentrait pas vraiment dans ces détails-là, mais moi, ça m'a vraiment donné envie là, d'aller creuser, là, parce que, ben, les mensonges pathologiques, la mythomanie, ben, c'est un sujet que je connaissais pas du tout, là, avant de faire mes recherches, puis ça m'a vraiment, là, fascinée, j'ai eu des questions tout le long, puis je tenais à vous partager un peu mes recherches, mais à travers ça, je tenais à vous le dire, là, je suis pas une professionnelle, je me suis intéressée à l'affaire, puis je suis allée approfondir certaines questions avec des recherches que j'ai fait en ligne, là, fait que je vais toutes mettre mes références puis mes sources en description, là, parce que quand je me suis plongée dans cette affaire-là, moi, je me disais, plus j'y pense, là, plus je me dis, en fait, que cette fille-là, elle pouvait pas, puis elle voulait pas tuer pour tuer, là. Je pense que c'est plus complexe que ça. C'est comme si son besoin de mentir était plus grand que le reste, puis que ses mensonges devenaient tellement une construction identitaire, j'ai envie de dire, là. Fait que c'est comme vraiment maladif d'en venir à penser que ta seule solution, c'est de tuer, puis de te croire aussi que ça va fonctionner. Moi, ça m'a vraiment perturbée, fait que j'ai fait des recherches là-dessus. Et là, pour vous vulgariser mes recherches dans mes mots, la mythomanie, là, qui est aussi appelée mensonge pathologique, c'est un trouble du comportement caractérisé par une tendance compulsive à mentir, à inventer des histoires ou à déformer la réalité sans qu'il y ait un motif apparent ou un bénéfice tangible. Et ça veut dire que la personne peut être poussée à mentir là, sans nécessairement qu'il y ait un reward, là, une récompense ou comme quelque chose en retour relié à ça. Là. C'est juste vraiment comme de mentir sous la pulsion de mentir. Puis contrairement au simple fait de mentir, là, ben, la mythomanie s'inscrit dans la durée d'un mensonge puis peut avoir des conséquences graves là, sur la vie sociale, professionnelle et relationnelle de la personne concernée, mais également des personnes autour, là, autant la victime, les personnes, les proches de la victime, mais également les proches de Taylor qui ont vécu avec elle dans cette année et demie-là de mensonges continuels, là, tu sais. Puis devrais-je même dire exponentiels, parce qu'à chaque jour, c'était comme un mensonge de plus. Puis je vous rappelle que je les ai pas tous nommés, là. Fait qu'il y en avait beaucoup d'autres, là, puis probablement même que c'était comme sur des petites affaires comme, tu sais, des petites affaires, mais qui en bout de ligne, genre, pourquoi tu mens sur ça, là, en tout cas. Fait que vous voyez le genre. Puis chez les personnes mythomanes, ben, on décrit généralement un ensemble de facteurs, là, qui peuvent contribuer à l'apparition et au maintien de mensonges pathologiques. Puis sur le plan psychologique, ben, on évoque souvent une estime de soi qui est fragilisée, une recherche de reconnaissance ou encore une peur de l'abandon. Et cela dit, ben, le mensonge devient
pour ces personnes-là, là, un moyen de maintenir l'attention ainsi que l'attachement des autres. Puis dans certains cas, ben ça peut aussi fonctionner là, comme un mécanisme de défense qui permet d'échapper temporairement à une réalité vécue comme anxiogène ou insatisfaisante. Puis dans le cas de Taylor, ben on peut relever plusieurs éléments là, qui s'inscrivent dans une dynamique plus large que le simple fait de mentir pour mentir. Tu sais, ce qui ressort surtout, là, c'est une recherche constante d'attention. Tu sais, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime tellement ça, être au centre de l'attention, au centre du monde des autres. Puis, elle veut vraiment toujours aller rechercher la validation, comme si la présence et le regard des autres étaient essentiels pour maintenir une forme d'identité. Puis, comme je l'ai mentionné, ben le mensonge, ça peut aussi être utilisé là, comme un moyen de maintenir l'attachement. Puis, dans le cas de Taylor, ben c'est arrivé au moment, en fait, le mensonge sur la grossesse, c'est arrivé dans un moment où est-ce que Wade avait des questions, où est-ce qu'il se questionnait là, sur la relation, puis qu'il y avait des doutes. Puis évidemment, ben ce mensonge-là a fait en sorte qu'il est resté comme agrippé à la relation en voulant comme être un bon partenaire et évidemment, ben un bon père. Puis c'est vraiment triste parce que ben ça a fonctionné. Puis, comme je le disais aussi, ça peut être aussi une façon d'attirer de l'attention. Fait que tout l'aspect de l'héritage, est-ce que c'était pour, tu sais, parce que ça, c'était comme au début de la relation. Fait que est-ce que c'était pour créer un sentiment de Oh my God, il va me trouver hot, nanana, tu sais, je vais être la femme parfaite, j'ai de l'argent, tu sais, elle était tellement fine, elle faisait le ménage, nanana, tu sais. Fait que c'était vraiment comme c'est vraiment de la manipulation, puis c'est ça, ce qui est particulièrement marquant, c'est vraiment l'ampleur du récit qu'elle a maintenu dans le temps, là, tu sais, on n'est pas seulement face à un mensonge isolé, là, mais à une construction narrative qui semble s'être intégrée dans plusieurs sphères de sa vie, là, dans son entourage, dans sa relation de couple et même dans sa relation professionnelle, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais elle avait également menti là, sur ses compétences professionnelles à l'époque où elle travaillait avec l'INSEE. Puis là, à ce niveau-là, bon, le mensonge, tu sais, je voulais pas comme aller déballer tous les mensonges qu'elle a fait parce que l'épisode aurait duré genre 6 parties, là, honnêtement. Mais c'est ça, elle avait menti sur ses compétences, puis, tu sais, elle faisait pas sa job. Puis de mémoire, là, elle signait aussi certaines jobs avec le nom de l'INSEE. Fait que c'est entre autres pour ça qu'elle s'était fait renvoyer. Puis à ce niveau-là, ben le mensonge prenait tellement de l'ampleur pour elle que ça devient quelque chose que, ben c'est comme si elle devait constamment alimenter son mensonge pour que ça tienne, parce que veut pas, ben les gens commençaient toujours à s'en rendre compte parce que c'est difficile de mentir quand il y a rien de tangible qui appuie ce que tu dis, là. Fait que, tu sais, veut pas de vivre avec autant de mensonges, ben ça doit être extrêmement lourd à porter au quotidien, là. Tu sais, je peux pas croire, en fait, parce que personnellement, là, je suis déjà tellement anxieuse. Je pourrais pas vivre avec, genre, tout ça, là, à me souvenir, là, en tout cas. Puis dans ce type de dynamique-là, là, si on veut, ben on peut aussi penser à des mécanismes comme la dissonance cognitive. Je vous explique, là, puis encore une fois, sous toute réserve, mais la dissonance cognitive, dans mes mots, là, c'est lorsque une personne va ressentir un inconfort mental quand elle va maintenir en même temps là, deux idées, là, fait que deux versions des faits, deux croyances ou deux comportements qui se contredisent, là. Et pour réduire cet inconfort-là, elle peut modifier sa perception de la réalité ou se convaincre elle-même davantage de sa propre version des faits. Puis je sais pas si je l'explique bien, là, s'il y a des gens qui peuvent l'expliquer peut-être mieux que moi en commentaire, gênez-vous pas, là. Puis tu sais, je veux pas poser aucun diagnostic, tu sais, rien, là, fait que n'hésitez pas à me corriger, là, mais dans le cas de Taylor, j'ai l'impression que justement, plus elle en beurrait épais dans sa version des faits, plus ça devenait difficile par la suite pour elle de s'en sortir de son propre mensonge. Fait qu'à partir de là, ben, elle continuait de mentir pour s'en sortir, même si à travers ça, les mensonges finissaient toujours par se contredire ou amener nulle part, là. Puis de ma perception, ben c'est un peu comme un engrenage, tu sais, plus elle s'enfonçait, plus elle devait maintenir sa version là, pour que tout se tienne. Puis c'est là que ça devient difficile à comprendre pour moi parce que ben plus elle mentait, plus les éléments devenaient contradictoires ou impossibles à prouver, comme par exemple une grossesse menée là, genre à terme là, jusqu'à 10 mois, là, ben ça se peut pas. Ou genre un héritage de 8 millions qui arrive pas. Genre, si t'as jamais l'argent, ben tu peux pas, là, tu sais, ça fonctionne pas. Tu peux pas l'inventer le bébé, tu peux pas inventer l'argent. Mais malgré ça, elle semblait incapable de briser son mensonge, un peu comme si elle était incapable de reconnaître la réalité.
puis que c'était plus difficile pour elle de reconnaître la réalité, en fait, que de continuer à mentir, puis à se caler dans ses mensonges. Puis honnêtement, moi, ça me fait capoter parce que plus ça avance, cette histoire-là, puis plus elle parle, on va le voir dans l'interrogatoire, dans tout ça, là, tu sais, elle pense, là, on dirait qu'elle peut s'en sortir, là, sans que personne fasse le lien. Comme si dans sa tête, là, au moment d'avoir un bébé, puis personne allait se poser de questions sur elle, puis tout le monde allait fait comme OK, genre, that's fine, elle avait raison, genre, tout est beau. Mais genre, évidemment, là, que c'est louche, là, que comme t'accouches dans des situations vraiment weird, puis que comme en même temps, il y a une fille qui se fait tuer puis arracher son bébé, là, genre, je comprends pas que comme elle aille pas penser. Genre, faut vraiment être déconnecté. C'est vraiment tordu, c'est... Tu sais, un peu comme si dans sa tête, au moment d'avoir un bébé, puis personne allait se poser des questions, mais comme c'est tellement pas de même ça marche. Puis personnellement, là, genre, je sais pas comment quelqu'un peut se dire que comme c'est faisable de tuer quelqu'un. Il a arraché son bébé sans se faire prendre. Genre, voyons, surtout aujourd'hui, on a comme toute la technologie, l'ADN, nanana, puis dans ce cas-ci, ben ça a été prouvé que le bébé avait aucun lien biologique avec Taylor. Fait que non seulement elle a pas d'utérus, non seulement on a fait des tests ADN, ça matche pas, puis elle continue à croire, puis en fait, elle continue à dire que c'est son bébé, puis à essayer de justifier, genre, son mensonge avec les policiers à l'hôpital, mais comme clairement, là, ça tourne pas rond, là, genre. Puis, tu sais, je suis pas assez experte pour me prononcer sur le plan psychologique, mais ça me fait quand même penser à de la psychopathie parce que quand quelqu'un est tellement pas dans la même réalité, là, qui finit par se convaincre qu'il se fera jamais prendre, qui est infaillible, ben, après ça, je veux pas aller trop loin dans les diagnostics, là, mais je pense qu'il y a quand même une certaine corrélation à faire. Puis, bref, pour ma part, ça me fascine parce que j'ai toujours aimé le true crime, notamment parce que je suis une grosse poule mouillée, là. Genre, moi, écouter, genre, des films d'horreur incapable, on oublie, de voir des images, de faire le saut, genre, je peux juste pas, mettons. Mais le true crime, ce que j'aime, surtout les podcasts, c'est que j'écoute ça à l'audio, fait que j'ai pas d'image, puis ça me permet de ressentir comme la peur puis l'adrénaline et tout ça. Mais ce qui me fascine aussi, là, c'est tout l'aspect psychologique, autant du tueur, mais aussi les répercussions psychologiques le possible chez une victime survivante, autant que sur une victime qui ne survit pas, qui va vivre ces derniers instants là, dans la peur, dans l'incompréhension souvent là, de ce qui se passe, parce que de se faire attaquer comme ça pour aucune raison, si je peux même pas imaginer à quel point c'est épouvantable. Là. Puis on dirait que mon cerveau cherche toujours à vouloir aller plus loin parce que je me dis, ben voyons donc, moi j'aurais pas fait ça se peut pas que quelqu'un pense comme ça. Voyons donc, tu sais, je suis tout le temps comme, on dirait que j'en reviens pas. Puis on dirait que c'est ce sentiment-là qui m'a accompagnée pendant tout le long de mes recherches. Puis ce que je trouvais intéressant aussi, là, c'est la question de la projection parce que le fait d'attribuer à sa mère des traits négatifs très marqués, là, alors qu'en réalité, il s'agit de ses comportements à elle, là, tu sais. On se souvient, là, elle traitait sa mère de menteuse, de toxique, de contrôlante, alors que ces accusations-là font plutôt référence à qui elle est puis à comment elle agit avec les autres. Un peu comme si elle projetait sur sa mère des comportements qu'elle était pas capable de reconnaître chez elle, et un peu pour se déculpabiliser ou rejeter la faute ailleurs, pour la maintenir loin aussi, sa mère, puis, I guess, maintenir son narratif. Puis, sans vouloir m'éterniser, là, il y a aussi un élément qui ressort dans plusieurs témoignages là, du documentaire. Il y a plusieurs personnes là, de son entourage, comme certaines amies et sa collègue Lindsay, là, qui vont mentionner que Taylor semblait vraiment s'inspirer de leur vie ou reprendre certains détails pour les intégrer à la sienne. Puis, pour vous donner un exemple, tu sais, comme je l'ai dit plus tôt, là, Mackenzie, une de ses anciennes amies, avait eu beaucoup de difficultés à tomber enceinte. Puis, justement, là, quand elle a finalement été capable, ben, la réaction de son entourage là, était extrêmement positive. Tout le monde était tellement heureux pour elle. Puis, on dirait que dans cette dynamique-là, cette attention-là, cette émotion collective, tout ça, ça a comme créé quelque chose chez Taylor, là, tu sais, peut-être de la jalousie ou du moins une forme de désir de vouloir reproduire la même chose en sachant qu'elle aussi, elle pouvait pas parce que, tu
Tu sais, un peu comme si elle aussi elle voulait un miracle, mais genre ça marche pas de même. Puis il y a aussi le fait que, Lindsay, sa collègue, avait perdu un enfant à la naissance et Taylor lui aurait dit avoir vécu, la même chose là ou une situation similaire. Puis ça a rapidement créé comme un lien vraiment fort entre les 2 parce que, ben, Lindsay, elle avait l'impression d'être comprise parce que Taylor la comprenait là dans sa douleur d'avoir perdu un enfant à la naissance. Mais avec le recul là, ben, c'était même pas vrai. Fait que toutes ces personnes-là ont comme eu le sentiment là, que leur histoire avait été comme volée pour alimenter le récit de Taylor. Ben, en fait, le récit qu'elle, elle construisait là, autour de sa propre vie. Puis tout le monde s'est senti vraiment comme trahi, manipulé. Hem, puis je les comprends, là, c'est tellement... Genre, tu te confies à quelqu'un, puis tu réalises que cette personne-là, elle utilisait tout ça pour se rendre intéressante à son tour, mais c'est tellement comme tu veux pas vivre ça dans la vie, là. Fait que pourquoi tu te dis que tu le vis, genre, c'est tellement... Je sais pas, genre, c'est tellement whack. Hem, Puis finalement, à travers tout ça, il y a aussi le fait de vouloir maintenir ce récit-là, même en s'exposant publiquement, notamment sur les réseaux sociaux, là, comme Facebook, en sachant là, qu'il y a des gens qui savent la vérité, là, genre sa mère, ses anciennes amies. Fait qu'elle court le risque d'être contredite par des personnes de son entourage qui savaient très bien là, qu'elle pouvait pas avoir d'enfant. Fait que je trouve que ça démontre tellement une grande audace, mais à travers ça, on voit aussi que comme l'effet d'un récit tellement internalisé là, que on dirait que ça finit par prendre le dessus sur sa réalité à elle. Un peu comme si elle oubliait, genre, qu'elle mentait. Genre, dans sa tête, elle y croit tellement fort qu'elle réalise pas qu'il y a des gens qui savent que c'est pas vrai, mettons. Là. Puis, ben, c'est ça, là. Dans ce contexte-là, ben, il faudra pas énormément de temps là, pour que Taylor soit directement associée au meurtre qu'elle a commis. Pour plusieurs personnes, le lien était évident, mais ils avaient besoin d'un aveu de sa part. Et donc, c'est ce que les enquêteurs vont essayer d'avoir. Puis, lors de son interrogatoire, justement, ben, elle va collaborer que très peu, là, et elle va tenter, encore une fois, là, de construire une version des faits qui lui est favorable. Elle va finir par avouer là, une partie des faits là, dans une version qui, évidemment, va l'avantager. Là. Par exemple, elle va même aller jusqu'à affirmer que Regan l'aurait supplié de lui retirer le bébé là, d'elle-même, ce qui, selon les enquêteurs, c'est vraiment improbable. Là. Pourtant, Taylor va jurer que c'est vrai. Et là, ben, au fil de ses déclarations, là, elle va vraiment façonner un récit là, pour se déculpabiliser avec plusieurs incohérences, mais avec ses antécédents puis les éléments qui pèsent contre elle, ben, cette version devient difficile à croire pour tout le monde. Tu sais, elle essaie de faire pitié, mais honnêtement, j'y crois pas une seconde, là. Puis elle est vraiment pas bonne. Genre, je pense que même elle, rendue là, elle se croit plus, là. Parce que dans le premier interrogatoire, elle amène vraiment comme version des faits, comme c'est son bébé, c'est elle qui a accouché, nanana. Puis le policier va même lui dire à un certain point comme « Hey, là, genre non, là, genre c'est plus ça la question. On sait que c'est toi qui es coupable, on sait que c'est toi qui as tué Regan. Maintenant, on veut juste comme savoir pourquoi t'as fait ça, comme qu'est-ce qui t'a poussé à commettre ce geste-là, tu sais, parce que c'est tellement un gros... C'est grave, là, ce qu'elle a fait. Puis, c'est comme dans le deuxième interrogatoire que Taylor va abandonner un peu là, son histoire selon laquelle elle aurait elle-même accouché, là, même qu'elle va présenter une toute nouvelle version des faits où elle tente de faire passer la mort de Regan pour une situation qui aurait dégénéré là, plutôt qu'un meurtre planifié. Puis, en gros, de ce que j'ai compris, parce que honnêtement, ce qu'elle va dire, c'est vraiment décousu, là. Tu sais, elle raconte que Regan l'aurait invitée chez elle ce matin-là, puis qu'une fois arrivée, Regan l'aurait traitée de menteuse et que là, une bataille aurait éclaté entre les deux. Et finalement, Regan, en pensant là, qu'elle allait pas survivre à la bataille, elle aurait supplié Taylor de sauver son bébé, là, puis de procéder à une césarienne d'urgence. Mais honnêtement, là, tout ce qui sort de sa bouche, là, c'est un mensonge. Cette entrevue-là est vraiment, là, je vous dis, pénible à regarder. Je la trouve tellement haïssable. Puis à l'inverse, le policier est tellement patient, là, genre, elle ment constamment back à back. Puis ce qui me frappe le plus, c'est à quel point elle semble démontrer aucune empathie, aucun remords pour ce qui est arrivé. Puis, en tout cas, la version qu'elle donne,
C'est vraiment à son avantage, puis personnellement, je la trouve vraiment pas crédible. Puis évidemment, ben cette version-là, c'est pour se déresponsabiliser, là, puis ça enlève complètement l'aspect de la préméditation, là, alors que pourtant, là, tout indique que c'était planifié. Là, tu sais, elle attendait que Regan approche le 40 semaines de grossesse pour que ça fitte avec son scénario à elle. Elle avait apporté un scalpel aussi, là. Puis même que dans l'interrogatoire, lorsqu'elle va comme quand ils vont parler de ça, elle va dire que ben c'est parce qu'elle traîne toujours un scalpel avec elle, mais comme qui va croire à ça? Genre, on traîne pas ça dans notre sacoche personne, là. Fait que en tout cas, la façon qu'elle raconte ça, ça fait peur. On dirait vraiment qu'elle se croit, puis que, je sais pas, qu'elle pense aussi que les policiers vont la croire. Genre, voyons donc, c'est... Genre, elle a maintenu une grossesse pendant... Ben, une fausse grossesse pendant 10 mois. Puis j'arrive pas à croire que même une fois confrontée aux faits, là, avec les policiers, elle est pas capable de comme juste assumer, puis elle continue de mentir comme ça. Tout le monde connaît déjà la vérité rendue là, là. Genre, je sais même plus qui est-ce qu'elle essaie de convaincre. Genre, c'est terminé, ma belle. Et à un certain moment, elle raconte aussi là, que le conjoint de Regan était abusif. Genre, le pauvre, là, il est en deuil en ce moment. Est-ce qu'elle peut le laisser tranquille? C'est un détail qui m'a tellement fait de la peine parce qu'encore une fois, on va voir, là, elle essaie vraiment de mettre le blâme ou de responsabiliser tout le monde sauf elle. C'est un peu aussi ce qu'elle va dire concernant Wade. Elle va dire qu'il était abusif envers elle puis qu'elle était dans une relation de violence conjugale alors que c'est faux, c'est fucking l'inverse. Encore une fois, elle fait de la projection comme elle faisait avec sa mère. On dirait qu'elle sait exactement quoi dire sans se rendre compte que c'est elle qui le fait vivre aux autres. En tout cas, ce genre de personne-là, c'est tellement fâchant. Puis, c'est ça, dans le fond, tout le monde a quelque chose à se reprocher, sauf elle. Puis, elle aurait tout simplement juste été poussée à agir en légitime défense. Genre, voyons donc. Puis, à travers tout ça, là, je peux pas m'imaginer ce que la famille de Regan a dû ressentir en entendant cette version des faits-là qui est complètement fausse. C'est tellement frustrant de l'entendre parler puis de se présenter comme une victime puis de faire porter une partie du blâme à Regan en laissant sous-entendre que c'est de sa faute là, si la situation a dégénéré, alors que c'est pas ça pantoute qui est arrivé, là. Fait que, en tout cas, mon analyse personnelle de tout ça, ben, je pense sincèrement que Taylor était profondément jalouse de Regan. Contrairement à elle, Regan n'avait pas besoin de mentir pour être intéressante ou pour avoir une belle vie. Puis c'était une amie présente, une femme aimante et une maman dévouée. Tout ce que Taylor n'était pas. Puis un peu comme on l'a vu avec Mackenzie, j'ai l'impression que Taylor développait une obsession envers certaines personnes. Elle semblait vraiment vouloir s'inspirer de la vie des gens jusqu'à vouloir se l'approprier parfois. Et dans le cas de Regan, cette obsession s'est intensifiée et malheureusement, ça l'a mené à l'impensable. Et là, finalement, vers la fin de l'interrogatoire, on va voir un certain changement chez Taylor là, qui, en contraste avec tout le long, là, elle a été sur la défensive, elle pleure, des fois elle haussait le ton, et elle gesticulait aussi, là, vraiment comme pour avoir de l'air de la fille qui comprend pas pourquoi qu'elle est ici, puis nanana. Mais vers la fin, à un certain point, là, elle est confrontée aux preuves des policiers, des enquêteurs. Puis ses émotions, là, ça va vraiment changer. Puis on va voir, là, c'est vraiment comme de la peur qu'elle va ressentir. En tout cas, moi, c'est le même que je l'interprète. Puis on voit dans son regard, là, elle a comme peur. Puis elle a peur de ce qui va lui arriver, là, probablement. Et c'est à ce moment-là qu'elle va dire la fameuse phrase I don't know why I did it. I don't know what's wrong with me. I've never been a bad person. I just really wanted the baby. Donc, pour vous le traduire, là, parce que vous l'avez entendu, je suis pas la meilleure en anglais. Elle va dire je sais pas pourquoi je l'ai fait, je sais pas qu'est-ce qui cloche avec moi. Tu sais, pourtant, je suis pas une mauvaise personne, je voulais juste avoir le bébé. Et cette phrase-là va être l'une des phrases les plus marquantes de l'affaire parce que ça résume bien le dossier, que Taylor était prête à tout là, pour avoir cet enfant-là, ce bébé-là qui venait de naître. En fait, qui était même pas né, là, elle l'a complètement arraché du ventre de sa mère. C'est horrible, c'est injuste, puis ça manque cruellement d'empathie, puis c'est ça en fait.
Enfin, le procès de Taylor Parker va avoir lieu en 2022 dans le comté de Bowie, au Texas. Il sera l'un des plus longs et des plus suivis de l'histoire récente de la région. Et la sélection du jury à elle seule a pris plusieurs mois parce que tout le monde connaissait l'affaire et qu'il fallait un jury partial. Et le procès s'est étendu là, sur plusieurs semaines à l'automne. Au cœur des preuves présentées par la poursuite, on retrouve la reconstitution méthodique de plusieurs mois de fausses grossesses, donc des échographies falsifiées, les documents falsifiés du gender reveal et surtout une date d'accouchement annoncée là, qui approchait, ce qui rendait le mensonge de plus en plus difficile à maintenir selon la thèse de l'État. Mais malgré tout, Taylor n'a jamais fait marche arrière. Elle n'est jamais revenue sur son mensonge ou l'a jamais éteint là, en trouvant une excuse bidon là, qui au moins aurait sauvé la vie de Regan et de son enfant. Dans la phase de détermination de la peine, de nombreux témoins sont venus décrire un long historique de tromperie et de manipulation. Plusieurs personnes ont également exprimé un profond sentiment de trahison lié à cette affaire-là et certains ont même dit s'être sentis avec leur recul en partie responsables face à ce qu'il s'était produit. Avec le temps, la prise de conscience de l'ampleur des conséquences a été particulièrement douloureuse, laissant des traces non seulement chez les proches des victimes, mais aussi dans l'ensemble de la communauté marquée par ce sentiment de choc et de perte collective. Durant le procès, la mère de Taylor, Shauna Pryor, sera un témoin clé et elle va témoigner là, pendant près d'1 heure et demie là, sur les comportements de sa fille. Elle va notamment revenir et contredire surtout là, plusieurs affirmations qui avaient été faites à son sujet et au fil de l'enquête et des témoignages, là, elle va affirmer n'être ni une menteuse ni une mauvaise mère telle que l'avait dépeinte sa fille et elle affirme aussi qu'il n'a jamais été question d'héritage, que personne n'était riche dans leur famille. Puis elle va vraiment comme déconstruire tout ce que Taylor avait inventé par rapport à ça. Au cours de cette audience-là, on va aussi en apprendre davantage sur la vie de Taylor et sur les éléments de son passé. Sa mère va d'ailleurs évoquer le fait que, selon elle, Taylor présentait depuis longtemps des comportements désobligeants et qu'elle avait tendance à construire des récits qui ne correspondaient pas à la réalité. Éventuellement, son rôle de mère va aussi être abordé. Et bien que Taylor Parker ait généralement gardé la vie de ses enfants relativement privée, sa mère affirme qu'elle entretenait une belle relation avec eux et que ses deux enfants l'aimaient beaucoup malgré tout. La défense va présenter d'ailleurs plusieurs photos de famille ainsi que des enregistrements d'appels téléphoniques entre Taylor et ses enfants qui avaient été effectués là, depuis la prison. Mais honnêtement, ça veut pas dire grand-chose selon moi. Parce que quand tu es éloigné de tout le monde, puis que tu peux pas avoir d'autres cercles autres que ta famille, ben, of course que là, tu vas te rapprocher d'eux, tu sais. Taylor était pas la mère la plus aimante quand elle avait l'opportunité de le faire. Fait que, en tout cas, bref, je veux pas trop... mon but, c'est pas de dire que c'est une mauvaise mère, mais tu sais, je trouve que elle a tellement mis plus d'emphase sur l'enfant qu'elle attendait, entre guillemets, que sur les enfants qu'elle avait déjà. Fait que je trouve que à ce niveau-là, j'ai pas vraiment d'empathie. Puis je trouve que ça pèse pas vraiment dans la balance, là. Fait qu'en tout cas, c'est mon opinion. Et lors de son témoignage, ben sa mère, Shauna, va aussi avouer que les deux enfants savaient pour les crimes reprochés à leur mère. Elle va affirmer qu'ils ne connaissaient pas les détails, évidemment, mais qu'ils savaient que leur mère était impliquée dans la mort de deux personnes. Le frère de Taylor, Zachary, va témoigner également au procès, puis il va décrire sa sœur comme étant une bonne mère dans l'ensemble, là, mais en précisant que son comportement changeait quand elle était en relation amoureuse, particulièrement lors de sa rencontre avec Wade. Et selon lui, cette période aurait eu un impact sur l'attention qu'elle portait à ses enfants, un peu comme si elle était tellement obsédée avec Wade, elle aimait tellement Wade, elle voulait tellement comme être avec lui puis s'investir à sa vie que ses enfants étaient comme plus sa priorité numéro un, tu sais.
Puis Connie, la mère de Wade, va témoigner aussi que Taylor avait bel et bien la garde de sa fille Emerson durant la semaine, mais qu'elle n'avait pas celle de son fils Trey. Et elle va ajouter qu'au moment où les mensonges sur la grossesse ont commencé, Taylor aurait demandé à ce que Tommy prenne la garde d'Emerson, même si c'était pas le père biologique. Tommy qui est le père de Trey, mais qui n'est pas le père de Emerson. Et c'est ça, fait qu'elle aurait demandé à Tommy de prendre la garde, mais genre, c'est tellement... Faut tellement du culot, là, ça me dépasse. Puis elle aurait dit ça, dans le fond, dans le but qu'elle puisse se concentrer sur l'enfant qu'elle s'apprêtait à accueillir avec Wade. Et d'ailleurs, on va apprendre en cours là, que Tommy avait tenté de mettre Wade en garde là, des comportements de Taylor. Il l'avait texté là, de façon anonyme, soit avec le téléphone d'un ami où il avait comme pris un autre numéro, là, pour justement là, l'informer que Taylor c'était une menteuse, qu'elle avait tendance à mentir, puis à pas se rendre compte là, de l'ampleur de ses mensonges. Et on va apprendre à travers tout ça que Wade avait pas fait abstraction de ces messages-là, il avait pas répondu, il les avait comme vraiment ignorés. Et tout ça va être présenté là, comme étant de la négligence de la part de Wade. Mais là, en même temps, tu sais, on sait pas qu'est-ce que Taylor il disait, là, tu sais, on sait pas non plus le contrôle qu'elle avait sur lui, tu sais, fait qu'en tout cas, tout ça est à prendre en compte. Mais à travers tout ça, on va aussi apprendre que Homer, le mari de Regan, va tenter de poursuivre Taylor ainsi que Wade pour négligence, justement parce que, de son point de vue, Wade aurait pu faire quelque chose pour éviter que ça arrive. Mais je sais pas où me situer par rapport à ça. En toute honnêteté, tu sais, c'est vraiment un sujet qui est complexe. Puis, comme on l'a vu, Taylor était prête à tout pour maintenir Wade dans la relation. Elle était prête à tuer. Donc, ça en dit long sur ses intentions et sur la préméditation, hein, parce que à tout moment, elle aurait pu inventer une excuse, elle aurait pu changer d'idée, elle aurait pu, tu sais, assumer aussi, chose qu'elle a pas fait. Elle a préféré pousser son mensonge, puis elle a préféré comme... Tu sais, j'imagine qu'elle savait, là. En fait, non, là, parce que, tu sais, en cours, on va aussi apprendre que Tommy va dire aussi là, que Taylor, elle se perdait dans ses mensonges. Sa mère aussi va en témoigner, là, Shana, là, tu sais, ceux qui l'ont connue dans le passé, tout le monde qui avait quelque chose à dire, c'est-à-dire beaucoup de monde, vont comme décrire que Taylor, quand elle ment, c'est comme si elle perd le fil, puis elle oublie, en fait, qu'est-ce qui est des mensonges, de qu'est-ce qui l'est pas. Fait que, en tout cas, c'est vraiment une grosse histoire, puis à travers tout ça, tu sais, c'est sûr que là, j'aurais pas tout dit. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est cette femme-là, elle est complètement, c'est impossible de la pardonner. Puis, j'ai pas de mots tellement que j'ai du dégoût pour ce qu'elle a fait, pour des gens comme ça qui n'ont aucune empathie, puis qui se priorisent à un point que, genre, ils sont prêts à, à commettre ça, là, pour... c'est horrible. Puis, tu sais, en bout de ligne, c'était sûr qu'elle allait se faire prendre. Fait qu'à quel prix, genre, tu veux maintenir ton mensonge? C'est sûr que si Wade apprend ça, genre, il va te laisser, là. Genre, voyons donc. Fait qu'en tout cas, bref. Et là, éventuellement, il y a plein d'autres éléments de preuve incriminants Taylor qui vont refaire surface. Notamment au procès, là, les enquêteurs vont venir témoigner, là, pour dire que l'historique de recherche de Taylor, il y avait comme plein de recherches, là, sur comment procéder à une césarienne, comment c'était quoi les protocoles de sortie de l'hôpital là, après un accouchement. Fait que tout ça, c'est vraiment incriminant, puis ça pousse la thèse de la préméditation. Et non seulement ça, ils vont regarder son historique de commande Amazon et ils vont voir qu'effectivement, elle avait commandé des faux ventres en silicone. Les faits complets de l'affaire seront donc présentés devant le jury et je vous avertis, là, je m'apprête à vous résumer l'affaire et à retourner dans les détails, là, donc c'est vraiment épouvantable. Pour ceux qui sont sensibles, là, vous allez pouvoir avancer quand je vais m'approcher des endroits qui vont être plus difficiles. Donc, bref, ça va comme suit. Les faits vont être présentés et ce qui va être dit au jury, c'est que
Le 9 octobre 2020, Taylor Parker se serait rendu au domicile de Regan Simon Hancock à New Boston, au Texas, où la victime enceinte de 35 semaines et sa fille de 3 ans se trouvaient sur place. Arrivé sur les lieux, Taylor aurait violemment attaqué Regan et la victime aurait subi là, des traumatismes contondants ainsi que plusieurs blessures par arme blanche. On va y revenir. Les éléments médico-légaux indiquent que l'attaque s'est déroulée dans plusieurs pièces de la maison, ce qui suggère que la victime aurait possiblement tenté de fuir à travers le domicile là, tout en continuant d'être attaquée, un peu comme si elle essayait de se cacher à travers les pièces, mais que Taylor continuait à la massacrer, là, on va se dire les vraies affaires. Et elle se serait finalement effondrée après avoir perdu énormément de sang. Et Regan Simon Hancock avait seulement 21 ans. Taylor aurait ensuite pratiqué une césarienne improvisée sur sa victime à l'aide d'un scalpel qu'elle avait apporté avec elle. Donc, la thèse de la préméditation est, selon moi, elle est là. Puis, après le meurtre de Regan et le vol de son bébé qui va lui avoir été arraché, elle aurait pris la fuite vers l'Oklahoma où elle aurait pris soin d'insérer en fait le cordon ombilical du bébé dans son pantalon. Et alors qu'elle se trouvait à DeKalb, au Texas, elle va être interceptée par un agent de la Texas Highway Patrol qui va remarquer qu'il y a quelqu'un qui conduit vraiment là, de façon bizarre. La personne est sur les 4 flashers, fait qu'à ce moment-là, le policier va l'intercepter. Et c'est là que Taylor va lui confier avoir accouché sur la route et déclare que le bébé ne respire pas. Elle est alors transportée dans un hôpital à Idabel, en Oklahoma, où le nouveau-né est plus tard déclaré mort. Peu de temps après, le corps de Regan est retrouvé par sa mère. Le lien entre les événements est rapidement établi, provoquant ainsi un choc important au sein des autorités et du personnel impliqués. Lors du procès, plusieurs éléments de preuve sont présentés, là, notamment son refus initial de subir un examen médical, les analyses qui révèlent que son taux de HCG, là, qui était inexistant, va aussi être montré, ainsi qu'une échographie qui présente qu'elle n'était pas enceinte et qu'elle n'avait pas d'utérus. Donc, tout ça va venir prouver là, que Taylor Parker n'avait pas pu accoucher ce jour-là. Le rapport d'autopsie va également révéler que la victime avait subi un total de 113 blessures par arme blanche, dont 15 coups de couteau et 98 incisions, ainsi que 39 traumatismes contondants. C'est excessivement violent là, comme façon de mourir. Et selon les experts qui témoigneront en cours, tantôt je l'ai dit, là, la façon que Taylor a retiré le bébé, c'était vraiment sauvage et brutal, là. Eh bien, en cours, ils vont venir l'expliquer et ils vont dire qu'elle aurait procédé en faisant une incision derrière l'utérus pour faire sortir le bébé et qu'elle aurait complètement retourné là, l'utérus là, après avoir ouvert l'abdomen de la victime. Et la médecin légiste qui va avoir performé l'autopsie sur Regan va d'ailleurs témoigner que 2 des coups de couteau ont perforé sa veine jugulaire et que certaines blessures étaient suffisamment profondes pour atteindre l'os. Les traumatismes contondants probablement causés par un marteau ont entraîné une fracture du nez ainsi que 5 fractures du crâne. Elle devait donc être complètement défigurée. Elle va conclure finalement que la cause du décès est un homicide résultant d'une extraction traumatique de l'utérus combinée à des blessures par arme blanche et à des traumatismes contondants. Maintenant, on va arriver à l'un des moments, là, selon moi, les plus tristes de la phase de détermination de la peine, là. Et c'est lorsque le médecin légiste, le docteur Stephen Hastings, qui a fait l'autopsie sur Braxlyn, le bébé, va témoigner à la barre. Il va parler de ses conclusions et de la façon dont il a trouvé 2 ongles incrustés dans le placenta.
Les ongles avaient du vernis à ongles pailleté violet et c'étaient les ongles de Regan. Et donc, selon son opinion professionnelle, les ongles étaient compatibles avec le fait que Regan était vivante pendant l'extraction forcée, comme il va l'avoir appelé. Et pas seulement ça, mais il est arrivé à la conclusion que Regan tenait en fait le placenta là, comme une façon de protéger son bébé et d'éviter qu'il soit retiré. C'est... Ça n'a pas de sens. Genre, je m'imagine cette scène-là là, où est-ce que Taylor attaque Regan. Je peux pas concevoir... Je peux pas concevoir que t'en viens à agir comme ça, puis je peux pas me mettre à la place de Regan qui reçoit cette violence-là là, qui sort de nulle part, honnêtement. Puis non seulement ça, elle devait tellement se sentir impuissante pour son bébé en ce moment. Elle devait tellement... J'imagine même pas comment qu'elle devait se sentir. Ça me fait vraiment de la peine. Puis, à travers son témoignage, le docteur Stephen Hastings, le médecin légiste, il va dire que la raison pour laquelle Braxlyn était décédé, c'était dû à l'extraction traumatique qui a causé une hémorragie là, sous le cuir chevelu du bébé. Et il va dire que Braxlyn est née vivante, mais qu'elle est morte ensuite. Mais la manière de sa mort étant un homicide, là, puis c'est horrible puis triste là, de penser à la force à laquelle Regan s'est battue dans ces moments-là, à la fois pour elle-même, mais aussi pour sa petite fille. En tenant le placenta, là, puis en le serrant de toutes ses forces pendant qu'elle se faisait ouvrir de force. Je suis désolée, j'avais dit que j'allais aller dans les détails, mais on dirait que même si c'est tellement lourd à dire, de le verbaliser puis de mettre des mots sur ce que Regan a vécu, je trouve que c'est juste, ça permet de concrétiser que c'est arrivé pour vrai. Puis c'est vraiment comme pas pour rendre ça genre, tu sais, je veux pas comme aller dans les détails juste pour comme aller dans les détails, mais ça permet tellement de ça me permet, moi, d'avoir de l'empathie parce que je suis comme aïe aïe que quelqu'un a vécu ça pour vrai. C'est le genre de choses qu'on voit dans les films d'horreur, puis même là, on voit pas ça, là. Fait que c'est ça. Les experts vont également préciser que des ecchymoses sont présents sur le cuir chevelu là, du bébé, ainsi que sur le cordon ombilical, indiquant que certains coups portés à l'abdomen de la victime ont également touché l'enfant. Il ajoute que les lésions du cordon ombilical pourraient être dues à une traction ou à une compression lors de l'extraction. Lors du procès, la poursuite a soutenu que le meurtre commis par Taylor Parker avait été minutieusement planifié. Selon les procureurs, elle aurait élaboré son projet pendant plusieurs mois là, dans le but de s'approprier un véritable bébé et de le faire passer pour le sien. Du côté de la défense, il y a un neurologue qui va venir témoigner en affirmant que quelque chose ne fonctionnait pas normalement dans le cerveau de Taylor Parker. Il va décrire son état comme étant un syndrome là, du lobe frontal, un trouble pouvant entraîner d'importantes perturbations cognitives, comportementales, émotionnelles et motivationnelles. Finalement, en octobre 2022, Taylor Parker va être reconnue coupable de meurtre capital et le mois suivant, elle va être condamnée à la peine de mort. En appel, ses avocats ont soutenu que elle n'aurait pas dû être accusée de meurtre capital. Selon eux, c'était pas possible de démontrer avec certitude que le bébé était vivant au moment où il a été retiré de l'utérus de sa mère. Et ils ont donc fait valoir là, que l'accusation aggravante d'enlèvement ne pouvait s'appliquer puisqu'on ne peut pas légalement kidnapper une personne qui n'est pas encore née. La défense va également affirmer là, que Taylor Parker n'avait pas bénéficié d'un procès juste et équitable, invoquant l'importante couverture médiatique ainsi que les nombreux commentaires circulant sur les réseaux sociaux pendant la phase de détermination de la peine. Mais honnêtement, genre, elle-même, elle faisait ça, fait que, comme... Genre, elle-même, elle documentait tous ses mensonges. Fait que, en bout de ligne, genre, je suis comme...
que genre il y a des commentaires en ligne, elle-même a participé à ces commentaires-là. Genre, c'est elle-même qui a tout donné, genre sur un plateau d'argent. Fait qu'en bout de ligne, en tout cas, regarde. Ça change pas rien à sa peine. Puis, à ce jour, aucune date d'exécution n'a été fixée et l'affaire continue donc d'évoluer là, sur le plan judiciaire, même après la condamnation. Vous le savez, cette affaire a profondément marqué l'opinion publique, notamment parce qu'elle a été revisitée là, dans le documentaire Maternal Instinct sorti en juin 2026. Le documentaire revient sur la construction du mensonge ainsi que sur les conséquences irréversibles qui en ont découlé, tant sur les victimes que sur les familles et les communautés touchées. Puis, je voulais aussi revenir sur quelque chose là, qui m'a quand même dérangée, je dirais, là, et c'est le titre du documentaire Netflix là, qui s'appelle Maternal Instinct, donc Instinct maternel. Et honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, là, vous me le direz en commentaire, mais je trouve que le titre est pas mal choisi, dans le sens que, pour moi, Taylor n'a absolument rien d'un instinct maternel. Au contraire, elle s'occupait même pas réellement de ses deux autres enfants. Elle était complètement absorbée là, par son mensonge au point de commettre un meurtre, en fait, deux meurtres. Puis ça me dérange parce que ce genre de titre, ben, ça donne presque une image, là, voire même un peu romantisée, là, si on veut, de ce qui s'est passé. Puis ça donne l'impression qu'on essaie de trouver une logique maternelle derrière ces gestes, alors qu'il y en a vraiment pas. Je trouve que parfois aussi de donner des gros noms, des titres comme ça, là, c'est tu sais, des titres accrocheurs là, à ce genre d'histoire-là, ben ça peut finir par booster l'ego de ce genre de personnes-là. Un peu comme si on leur donnait une sorte de personnage, un rôle, une importance. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment pas nécessaire de nourrir cet instinct maternel-là qui en est pas un en bout de ligne. Et par respect pour la victime, je pense aussi que le titre aurait pu être autre chose, puis il aurait pas dû être celui-là. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que ça manque un peu de délicatesse parce qu'en réalité, ben Taylor s'est attaquée à une femme qui, elle, c'était une vraie mère, une femme qui prenait soin de son enfant, qui attendait un deuxième bébé avec amour. Et surtout, ben, elle ne méritait pas de mourir comme ça, avec caché derrière ça là, un motif aussi cruel et violent. Depuis, l'affaire Taylor Parker est souvent citée parmi les cas criminels les plus choquants. Puis moi-même, là, c'est une des histoires les plus difficiles, je pense, que j'ai eu à raconter jusqu'à maintenant. Là. D'ailleurs, vous me direz si vous avez aimé là, comment j'ai raconté l'histoire, parce que je me suis permise de dévier un peu de mon texte, là, puis de vous parler un peu comme si je racontais l'histoire à une amie. Des fois, tu sais, j'ai tendance à plus lire mon script, mais dans ces deux parties-là, je me suis permise de comme plus être naturelle, me permettre un peu plus d'imperfection, mais de vous montrer un peu plus ma personnalité à travers la façon que j'ai raconté le récit. Là. Donc, vous me direz si vous avez aimé ça. C'est précisément pour cette raison-là là, que j'ai voulu me plonger dans l'affaire parce que j'avais envie d'aborder un peu l'histoire d'un point de vue différent. Je trouve que le documentaire n'a pas amené la notion de la violence conjugale. La mythomanie non plus, ça n'a pas été abordé tant que ça. Ça me tentait un peu d'aller creuser là-dessus. Puis ça me tentait aussi de revenir sur les détails de l'affaire parce que des histoires comme ça choque. Puis des fois, on n'en revient pas que ça arrive. Mais de les raconter, ça nous permet de se souvenir qu'il y a des victimes qui ont perdu la vie dans des circonstances aussi atroces et cruelles que de se faire voler un bébé. J'en reviens pas, honnêtement. Puis, dans le documentaire, on va finalement apprendre que Wade n'est plus en contact aujourd'hui avec son meilleur ami Cody et Stéphanie, puis tout ça, là, tu sais, ils vont aborder le sujet. Tout le monde est un peu ému parce que tout le monde s'est vraiment senti responsable de la mort de Regan. Pas juste Wade, pas juste Connie, pas juste Stéphanie, pas juste Cody. Tout le monde, la clinique, les voisins, tout le monde qui, de proche ou de loin, ont connu Taylor ou ont connu Regan. C'est une mort qui aurait pu être évitée.
Mais justement, quand c'est des drames aussi violents, tu sais, c'est le genre de choses qui est pas censé arriver, fait que j'ai l'impression que personne n'aurait pu se douter de l'ampleur que ça allait prendre. Fait qu'il y a une partie de moi qui comprend que ces gens-là se sentent coupables, mais il y a une partie de moi qui voudrait tellement leur dire que c'est pas leur faute. Fait que cette histoire-là est vraiment complexe pour ça. Tu sais, puis à travers ça, ben de mon point de vue, je l'ai dit dans l'épisode, Wade a été victime d'une relation abusive, il a été manipulé, puis à certains moments, probablement incompris. Je pense que certains signaux étaient évidents de plus en plus, ou, tu sais, du moins, vers la fin, ce l'était quand même assez, là, tu sais, je veux dire, quand t'es enceinte depuis 10 mois, à un moment donné, je pense que ça commence à être louche. Mais je peux pas juger quelqu'un qui s'est autant fait manipuler, qui est contrôlé, puis qui sait pas comment faire pour, tu sais, voir le bout du tunnel. J'ai l'impression qu'il y avait tellement d'affaires qui se passaient que pour lui, c'était difficile de mettre un frein à tout ça. Il faisait juste comme le vivre sans réaliser l'ampleur de ce qu'il vivait. Fait que on sait jamais comment ou si les gens le vivent à l'intérieur, là, tu sais, dans une perspective extérieure, des fois, ça peut sembler évident, mais quand on est pris là-dedans, des fois, ce n'est pas pour plein de raisons que les gens ne peuvent pas comprendre. Puis je pense aussi que pour les personnes qui ont été proches de ce drame-là, ben c'est extrêmement difficile à vivre. Pour Wade, refaire confiance, évidemment, ça va être très difficile, là, peut-être même impossible. Il a perdu sa relation, son meilleur ami, confiance en lui, et même l'idée là, de pouvoir prendre dans ses bras l'enfant qu'il pensait avoir. C'est super triste. Puis pour la famille de Regan, ben of course, eux autres aussi, à tout jamais, là, ils vont rester marqués par ce drame d'une violence inouïe. Ils sont complètement détruits et encore à ce jour, ils sont inconsolables. La manière dont Taylor s'est immiscée dans la vie de Regan, dans son mariage, jusqu'à la tuer pour lui arracher son enfant, c'est profondément inhumain. Puis je suis peut-être un peu raw dans ma façon de m'exprimer dans cet épisode-là, surtout dans la deuxième partie, là. Mais honnêtement, j'ai aucune empathie pour ce qu'elle a fait. Pour moi, ça relève d'une cruauté pure et dure et rien ne peut jamais, ever, venir justifier les raisons qui l'ont poussée à commettre ce qu'elle a fait. Je sais que cette affaire-là, elle a déjà beaucoup circulé puis qu'elle a été largement racontée, mais j'espère vraiment avoir quand même été capable d'apporter une perspective un peu plus approfondie sur certains points. Le documentaire était quand même très complet, là, mais je tenais quand même à ajouter ma touche et à vous partager ma propre manière de la raconter, en plus des détails supplémentaires que j'ai faits au cours de mes recherches. Puis, ben, c'est pas mal ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci d'être là. Merci de m'écrire, de donner des 5 étoiles. Je vous aime. Ça me fait tellement plaisir. Puis, vous savez pas à quel point. Donc, sur ce, je vais vous dire bye et nous, on se retrouve très bientôt dans 2 semaines. Bye! Le Balado Mockshot est produit et réalisé par Leila Girard. La musique et la conception sonore par Nicolas Châtel.